Salam les amis, avez-vous hâte de voir les personnages ce soir? Je suis très contente d'être arrivée ici. Je suis très contente. Je sais, vous voyez pas encore l'image. Alors, mes bébés, alors, ce soir, c'est spécial événement. Et pour l'occasion, j'ai sorti personnage. Avez-vous hâte de voir les costumes? J'espère que vous avez hâte. Car vous savez, Jula, elle a travaillé très fort sur son costume aujourd'hui. Ah, bien sûr. Elle a fait des gros efforts aujourd'hui. Des gros efforts juste pour vous. Là. Et même El Frank aussi, elle est un personnage. Alors quand nous aurons notre invité, vous allez voir, même lui, il a décidé de sortir son personnage pour l'occasion. Car qui dit événement spécial dit aussi spécialité. Dit aussi gens spécial ou gens spéciaux. Vous allez voir, bref. J'arrive les amis. Salam et comment ça va toi dans les chats et comment ça va? Oh là là, la lumière elle brille. Le soleil il aveugle les yeux de Jula. On va arranger ça un petit peu. Il y a des choses qui arrivent comme ça et pas toujours le contrôle. Caméra. Allô caméra. On va aller faire les beaux yeux la caméra. Ah, salam. Toi, n'aie pas peur. Viens dans l'entrée de Jula. J'espère que le son n'est pas trop fort. Alors, je vous explique grosso modo. Ce soir, nous avons un défi. Le défi que nous avons eu ce soir, mesdames et messieurs, est monstre de demoiselles et demoiselles. Et tous ceux qui se considèrent comme un être particulier. La fantaisie, c'est tout. Hein? Alors, ce soir, nous avons décidé pour l'événement. Pour célébrer les 50 abonnés de la chaîne. Alors, les 50 abonnés, c'est bien. On a décidé de mettre les paquets en sautant les personnages. Et là, vous avez Jula devant vous. Jula, c'est les personnages que j'utilise à Bismoline. Et là, je vais pas garder la voix de mon live action roleplay tout le long, là, ne soyez pas inquiets. Car ce serait compliqué de s'y comprendre. Alors, je vais reprendre ma vraie voix éventuellement. Vous allez voir. Et nous avons quelqu'un de particulier cette histoire. Nous avons quelqu'un de spécial. C'est un Twitch famous. Ah bah sûr, il est Twitch famous. Ah, moi, je vous le dis. Il a un petit crochet mauve. Bien sûr. Alors ce soir, Jula qui dit est à Bismoline avec les ténèbres serpents sonnés de cette mer du sud-sud-est. Bro, je suis là ce soir pour vous présenter mon invité spécial. Et ce soir, nous discutons de la différence entre les grandeurs nature ou live action role-playing game pour les intimes et les combats historiques médiévaux, la reconstitution médiévale. Quelle est la différence entre les deux? Pourquoi? Piqué, y a-t-il une chicane dans ces deux clans-là, bordel? On veut le savoir. Alors à l'instant, on va inviter notre ami El Frank. Et là, vous allez voir, là, je suis super bonne avec le Discord. Il m'a tout montré ça. Il est fantastique. On va ouvrir la caméra pour commencer. Et on va aller dans l'événement. Comment c'est qu'il va? Je vais baisser un petit peu le son de la musique. Dites-moi si, El Frank, dites-moi si tout va bien. Salam, comment ça va toi? Ça parle au yob, une femme avec un accent comme ça. Moi, je dis que c'est bien louche. C'est ça. Je ne suis pas une sorcière. Non, ne t'en fais pas, je ne suis pas une sorcière. Par contre, il y a des charmes. Ça, je peux te le dire. Le bon curé m'avions dit que vous étiez une tentatrice. Je sais pas si les rumeurs courent comme ça par chez vous, là, mais vous trouvions louche, un petit peu. Le son d'El Frank est très bas. On m'a dit que le son d'El Frank est très bas. Alors, ce que je vais essayer... Ah non. Machine du yob dans la machine. Nous allons aller faire un ajustement tout de suite pour le son. Parce qu'il n'y a pas toujours les... Je vais mettre très bas les sons de YouTube, je crois. Très bas. Et on va aller... Ben là, ça, c'est les joies. Vous allez voir, là, je gosse sur 2-3 affaires en même temps. Et on va aller voir comment je peux monter le son. Je crois que je peux pas le monter plus haut que ça, ton son, ça se peut-tu?
Ce sont des choses qui arrivent, on n'a pas le contrôle sur tout. Est-ce que le son est le mieux? Oui. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Moi, ça tu dans la machine? Je crois. Faut parler pour ça. Oui, on le sait. Il faut parler. It sounds good. Moi, je t'entends très bien dans ma chaîne Yob. Ça va bien, super. Comment ça va toi ce soir? Ça va pas pire, ça va pas pire. J'avions cultivé les champs cet après-midi. J'avais pas mal de patates à ramasser. Puis non, c'est vrai. Ouais, non. Non, peut-être pas des patates, non. Non, peut-être plus des panais, des carottes, plein de bons légumes comme ça pour faire un bon ragoût de pâte de cochon. Parce que j'ai médisé que c'était spécial aussi. Si tu cultivais déjà les patates, j'étais comme... un petit problème de reconstitution, là, hein? C'est ça. J'étais un petit peu anachronique. D'accord. Je vais prendre le temps de saluer. Bonjour, Souti. Bonjour, Mini-Bri. Bonjour, Spoofy. Comment ça va, toi? Bonjour, Yoé. Bonjour, tous ceux qui se joignent à nous dans le chat. Alors, c'est le spécial event ce soir. On va jaser. Et là, on va parler des médiévalités. Des rivalités médiévales. Vous allez voir, Jula, elle invente beaucoup de mots. Attention, mais tu sais, des cyclones, tu es désormais un combat, bienvenue à la famille. Alors Elfrink, justement, on a une what? D'accord? On a un abonné. On doit le remercier. Alors, on a lancé. Alors, ça commence avec des abonations. C'est des abonations ce soir. Il y a le dragon qui est arrivé, elle a craché la feu, elle a foutu le bordel. Merci beaucoup, Drissicon, pour ton abonation. On est très heureux de t'avoir parmi. Venteux qui jettion son écu. Il y a jettion son écu. Je l'ai reçu en plein milieu dans les 2 troisième œil, tu vois. Et... Ce que je trouve fascinant, et là je vais lâcher mon accent quelques minutes, ce que je trouve fascinant avec la différence, justement, parce que je vais reprendre, parce que ça va être très difficile d'avoir une entrevue en... Oh! Gestion plus qu'un écu, là. Il a pas juste pitché un écu, il a lancé le sac au complet. Nous l'avons reçu sur la figure. Je suis tombé sans connaissance. Oh, quel anachronisme, tu as vu? L'anachronisme de John et de... Mais Drycyclone, mais Docteur Cyclone, c'est pas Drycyclone, mais Docteur Cyclone. Le cyclone qui est arrivé dans le chat et elle a fait la vague. Et la vague, et tout le monde a fait la vague. On fait la vague. On t'a qu'à être dans les anachronismes. Cyclone, ce monsieur-là. Je le connaissais un peu. Ah bon, je le connaissais pas du tout. Ils sont beaucoup sur d'autres terres, puis jetions des cyclones un peu partout, des fois. Et jetions des cyclones. Il a pas juste jetion et cyclone. Il est en train d'amener une tornade au complet avec lui. Mais quel impressionnant personnage. Nous avons d'en apprendre un peu plus. N'hésite pas à te présenter, Docteur Cyclone. On te remercie beaucoup, mon Dieu. Je suis pas habituée de recevoir autant d'amour, voyez-vous. Là, je suis comme, là, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Profitions-en. Mais je vais en profiter. Mais ça n'arrête plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va finir par avoir un podcast, mesdames et messieurs, ça sera pas long. On donne beaucoup d'attention aux gens ici. Bon, là, qu'est-ce que tu merci beaucoup d'être passé. Alors, on a on a beaucoup de gens qui ont été abonnés. Alors, on remercie. Oui, merci beaucoup de remercier Néné dans les chats. Alors, ce soir, on a un invité particulier, alors je reprends ma voix pour discuter. Pourquoi on a un invité? J'ai beaucoup de difficultés. On prend nos vrais accents, là. Je vais prendre mon vrai accent parce que je vais avoir beaucoup de difficultés. Je vais roleplayer toute la soirée si je fais juste niaiser comme ça. Il n'y aura aucun podcast, c'est ça. Alors, pourquoi on parle de différence entre les grandeurs nature versus les reconstitutions? C'est parce qu'il y a une certaine rivalité entre ces deux mondes-là. Ça n'a juste aucun bon sens. Je vais... Attendez-moi une petite minute, ça doit achever. Oui. Ça fait plaisir. Merci Spoffy pour les bits aussi. Hey, vous êtes incroyables ce soir. Ok. Super! Vous êtes super incroyables ce soir. Vous allez vraiment... Je vais vraiment avoir de la misère à me déconcentrer, certains. Je vais pas avoir de la misère à me déconcentrer. Je vais avoir de la misère à me rester... Voyons! Sujet, phrase, compliment, tout le monde. Aidez-moi. Alors, c'est ça. Elfrink, oui. Alors, Elfrink, lui, est dans un personnage historique. Il va pouvoir se présenter. Moi, je suis un personnage fantaisiste. Je n'existe pas. Je n'ai existé dans aucune réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le costume est différent. Ça veut dire que l'acting est différent. Et bien sûr, je suis une femme. Donc, déjà là, en partant,
il peut y avoir des clashs qui se font avec l'historique. Et bon, ce soir, on en parle de tous ces clashs historiques-là qui peuvent arriver. Merci encore une fois, Spoffy. Bonjour, Xax15, bienvenue ici. Alors, bienvenue à tout le monde. Et durant le stream, je vais moins interagir avec le chat. Je vous remercie de votre super compréhension parce que j'aimerais ça avoir vraiment une belle discussion avec Frank. Mais si vous avez des questions, si ça vous tente d'intervenir durant le chat pour justement amener votre point de vue par rapport à soit les grandeurs nature, soit les reconstitutions, n'hésitez pas. Ça va vraiment nous faire plaisir de répondre chacun des deux côtés. Donc, de mon côté, ça fait 19 ans que je fais du grandeur nature. J'ai commencé avec Bicoline, j'ai également fait Belenos, j'ai fait Yggdrasil, pour ne nommer que ceux-là. Et personnellement... Tous des noms que je connais. Comment t'as dit ça? J'ai dit tous des noms que je connais. Tous des noms que tu connais. Donc, Bicoline, qui est un grandeur nature qui rassemble aujourd'hui près de 4000 personnes, quoique cette année et l'année dernière, on n'en a pas eu à cause de la pandémie, ce qui a fait de la peine à beaucoup de personnes, dont moi, qui venaient de se construire une cabane. Pas passé grand-chose au niveau médiéval non plus. Je vais te dire, là, ça a été généralisé pas mal dans tout. Ouais, sauf que j'ai remarqué que cette année, vous allez quand même avoir un événement qui, si je me trompe pas, j'avais vraiment pris une note, vous allez avoir un événement, c'est les médiévales de Saint-Martin, corrige-moi. La fête médiévale de Saint-Marcelin, ouais, c'est ça. Les fesses médiévales de Saint-Marcelin, donc on a quand même des fesses qui vont avoir lieu parce que c'est en extérieur et ce sont des regroupements qui sont dits éducatifs. Donc comme le monde de l'éducatif n'a pas été complètement fermé, comme les sites touristiques, etc. Ça fonctionne encore et cette année, ça risque de reprendre. Par contre, exactement, oui. Par contre, tout ce qui est de site immersif médiéval, où là, on a des contacts un peu comme les grandeurs nature avec Bicoline, avec les contacts, où les gens sont proches, parfois même très, très, très proches. C'est sûr et certain que ces événements-là n'auront pas lieu cette année, n'ont pas lieu non plus l'année dernière. Donc, bon. Mais il y a quand même plusieurs personnes qui en font au Québec. On a un petit regroupement de personnes qui fait autant de la reconstitution historique. Je n'ai pas les chiffres de ton côté. Donc, combien de personnes environ font de la reconstitution au Québec actuellement dans ce que toi, tu as l'occasion de voir? Écoute, j'ai pas vu vraiment les chiffres. Je te dirais que la reconstitution historique, ça vise large au sens où, comme là, présentement, je suis vêtu, en fait, là, tel justement un homme, ce que plus normal, là, finalement, à l'époque de la Nouvelle-France, vraiment un citoyen ordinaire. Mais d'habitude, ce que je fais un peu plus, là, je l'ai pas mis ce soir parce que là, on me voit juste vraiment le haut du corps, les épaules et tout. Puis on n'aurait pas vu le détail de mon costume. Mais d'habitude, je fais de la reconstitution historique de l'époque viking. Fait que là, présentement, le kit que je porte fait très plus pour vraiment un événement style Nouvelle-France. Plus, mettons, 16e, 17e, 18e, à peu près dans ces eaux-là, là, dans ces 3 siècles-là. Okay. Peut-être plus 17e, 18e, là, 1600, 1700. Qui est un kit que je portais à l'époque où j'étais guide pour le site historique de la Maison La Montagne, qui est une maison justement de l'époque de la Nouvelle-France. Okay. Puis on était des guides costumés, donc là, c'est un costume qui est inspiré de ça. Puis écoute, le chiffre, les personnes qui font ça, il y a quand même pas mal de troupes qui font de la reconstitution Nouvelle-France. Je pense entre autres à la garnison de Québec, oui, qui reconstitue en fait le régiment. Je me souviens plus du nom du régiment, par exemple. Ça va me revenir, bref, mais c'est reconstitué là, dans les premiers régiments qui sont venus à l'époque de la Nouvelle-France. Les compagnies franches de la marine, c'est ça, ils reconstituent les compagnies franches de la marine. Sont très présents d'ailleurs, là, justement, au fait de la Nouvelle-France. Il y a quand même quelques troupes vikings aussi. Puis peut-être de d'autres même périodes de reconstitution que je connais moins. Là, moi, je traîne plus un peu dans les milieux médiévaux Nouvelle-France. Mais je te dirais qu'on est plusieurs centaines quand même, d'adeptes, vraiment de gens qui pratiquent ça. Puis après ça, tu as le public dans les festivals et tout, là, qui viennent, qui consomment un peu ce qu'on fait, qui apprennent un peu là, ce qu'on véhicule et tout ça. Mais ouais, si je peux mettre un chiffre vraiment des reconstituteurs comme tels, des gens qui pratiquent ça, on est quelques centaines à peu près. On est quand même un petit bassin, mais un bassin assez présent là quand même. Oui, puis j'ai remarqué que moi, je me suis présentée dans une couple d'événements. Bon, on parle des fêtes de la Nouvelle-France, j'en ai fait personnellement comme visiteur, mais j'ai également participé au Vinland. On s'est comme croisés sans se croiser forcément. On s'est croisés sans se croiser, c'est ça. C'est ça, on s'est croisés sans se croiser. Et c'est vraiment au Vinland que là, tu sais, c'est le Vinland de Valleyfield, donc les fesses, pas les fesses médiévales, c'est les fesses vikings de Valleyfield que ça s'appelait à l'époque, donc ou les fesses historiques. Le nom a changé 2 années de suite, mais je me souviens que bon, on avait des kiosques, c'était
c'était vraiment basé sur l'éducatif. Donc, on avait des kiosques qui montraient comment faire du tissage, comment faire de la forge. On avait des kiosques qui étaient là pour nous montrer même comment les vêtements étaient teints. Si je peux donner un exemple juste au niveau des vêtements, tu sais, présentement, j'ai même pas mon vêtement d'apparat. Là, ce soir, j'ai décidé de ne pas le mettre parce que je respirerais juste pas assis sur une chaise d'ordinateur. Mais un vêtement d'apparat dans un GN, c'est de la fantaisie. Justement, hein, on va en montrer des vêtements. Je me suis dit, hey, pourquoi pas? C'est sûr que là, la slide que je vais vous présenter, ben, vous allez voir la différence. Là, je vous présente les GN. Après ça, je vais vous montrer le côté historique. Mais dans les GN, on a des monstres. On a des monstres qui sont parfois très grands, très petits. Les costumes qui sont féminins ou qui sont masculins, ben c'est pas nécessairement des costumes qui sont là pour se... On peut pas se battre avec ça. Là. Si, à l'époque, vous allez vous battre avec ça, ben il y a des bonnes chances que vous allez mourir étouffé ou égorgé ou peu importe. C'est pas vraiment bon pour la bataille, soit dit en passant. Non, c'est pas pratique, c'est ça. Non, c'est ça. Tu sais, puis là, ici, on a l'archange Gabriel de Bicoline, qui est un je pense que c'est des monstres qu'on voit le plus souvent à Bicoline. Ici, vous avez ma gang à Bicoline, ça c'est vraiment ma gang des serpents. Nous autres, on est plus des clowns. Tu sais, nos vêtements sont très usuels, mais avec beaucoup de bling-bling. Un armure de fantaisie féminine, encore une fois, c'est de la fantaisie. Ça relève d'une certaine... des jeux vidéo, si on veut. C'est pas nécessairement quelque chose qui est historique. Par Jeux contre, vidéo, jeux de rôle sur table, univers littéraire, fantastique. Tout ce qui est imaginatif, là, finalement, tout ce qui est fictif. Exactement. Et ce que j'aime, par contre, de cet aspect-là, c'est que moi, personnellement, je trouve que c'est un milieu qui peut être ouvert à beaucoup d'imagination. Tous les personnages que tu as envie de jouer, peu importe le personnage que tu as envie de jouer, tu as envie de faire, tu as envie d'être désagréable, tu as envie d'être gentil, tu as envie d'être chaotic good, nomme-les là, de la palette au complet, tu peux l'être tant aussi longtemps là, que tout le monde autour de toi participe à ton jeu, ça va se faire. Alors qu'au niveau du historique, il n'y a pas de lousse au niveau du vêtement si on regarde là. Puis il y a surtout il y a surtout rien de sexy, façon de parler. C'est très... En effet. C'est ça. C'est très d'usage, là. Tu sais, il faut que ça soit mou, il faut que ça soit pratique, là. Ben, surtout que nous, tu sais, là, c'est les photos qu'on va voir défiler, c'est plus de la reconstitution viking. Puis les Vikings étaient reconnus pour pas porter beaucoup d'armure. Puis je te dirais que là, présentement, il y a un bon gros anachronisme dans les photos des combattants qu'on va voir, c'est qu'on porte toutes des armures matelassées. Chose qu'on serait pas censé avoir et on est tous vraiment armurés comme si on était des riches guerriers ou des jarls ou des rois, des seigneurs là, vraiment richement costumés. Mais tu sais, le Viking normal qui partait en expédition, ben il y avait seulement son kit civil avec quelques protections qu'il pouvait se payer. Puis justement, on voit ta photo. Essentiellement, c'était ça. Ouais, là, on me voit en kit civil, là, justement. OK. Parce que, non, c'est ça. C'est sûr que quelqu'un qui veut se battre aujourd'hui, ben, il veut pas nécessairement se blesser non plus pour le restant de ses jours, on s'entend. On va tous travailler le lundi matin après un événement de grandeur nature, après un événement de reconstitution. C'est sûr que, bon, contrairement aux grandeurs nature, nous autres, ben, tu as le choix. Tu te mets en light ou tu te mets full plate. C'est un choix. Alors que vous autres, ben, c'est même pas un choix, là. Si tu t'habilles pas, t'es blessé, là. Ouais, ben c'est ça. C'est que nous, ça apparaît pas là, sur les photos, les quelques photos que tu as montrées. Mais tu sais, mis à part les protections historiques, ce qui est important de souligner, c'est qu'on a aussi des protections modernes. Nous, quand on fait ça, on a une coquille pour protéger les parties, on a des pads pour les genoux, tu sais, des pads, mettons, de motocross, de soccer, vraiment des grosses pads de plastique rembourrées et tout, pour protéger, mettons, les articulations, tout ce qui est, mettons, genoux, tibia, tout ce qui est coude, tout ce qui est doigt. Un peu le corps aussi, là, tu sais, on porte vraiment un bon équipement moderne en dessous pour bien encaisser les coups. Et pas se briser les articulations non plus. De toute façon, les articulations, c'est pas des zones de touche légales dans le style de combat que nous, on pratique. Dans les styles de combat que nous, on pratique. Fait que c'est ça, c'est plus par précaution, mettons qu'il y a un coup qui s'accroche à quelque part, ou en tout cas, bref. C'est vraiment par mesure de prévention, mais par-dessus notre équipement historique, moderne, pardon. Là, on a de l'équipement historique. On a les gambisons qui sont pas historiques pour les Vikings, mais qui sont historiques médiévales comme telles. C'est important de le préciser. Et ben après ça, tu as les cottes de mailles, tu as des armures, ce qu'on appelle des lamelaires, qui sont plus de style oriental, des plaques de métal tressées avec du cuir. Ouais, comme on voit dans nos costumes. Là. Ouais, c'est ça, exactement. On en voit un peu, là, justement, en GN. Parce que bon, moi, je pense que ce qui unit vraiment les GN avec la reconstitution historique, c'est le fond historique, justement. Parce que oui, on t'a parlé, justement, t'as souligné que les GN, c'est très beaucoup fictif et imaginé. Mais il faut pas oublier qu'à la base, comme le médiéval fantastique en partant,
Ça a une base historique, c'est basé sur l'époque médiévale, le 1000 ans d'histoire qu'on connaît comme étant le Moyen Âge. Et après ça, ben là, on élabore avec plein de créatures fantastiques, créatures qui sont souvent inspirées de la mythologie en plus. Oui, ben c'est ça qui est drôle parce que moi j'ai commencé à faire des grandes. Quand j'ai commencé à faire des grandeurs nature, le premier personnage que j'ai décidé de faire, c'est un griffon. Personnage qui justement était soit million mi-aigle ou encore c'était une espèce de cheval avec une tête d'aigle. Tu sais, ça dépendait de quelle histoire on était, si on était plus en Grèce, si on était plus dans d'autres époques différentes. Mais je me souviens que mon premier personnage c'était un griffon. Par la suite, je me suis transformée en gobelin parce que le fait d'être un gobelin, ben, tu sais, moi, dans la vraie vie, je suis un clown, là, dans le sens que j'aime ça rire, j'aime ça jouer, ça me dérange pas d'aller m'acheter d'une poubelle pour entertainer le monde et avoir du plaisir. D'ailleurs, le personnage Jula que vous voyez présentement, qu'au début du podcast, on a présenté, c'est un clown à bicoline. C'est vraiment un personnage qui est pas désagréable, elle est juste vraiment fatigante. Et c'est comme tout le contraire. Je pense que ce que j'aime justement du côté de GN, c'est de pouvoir être une personnalité qu'on n'oserait pas nécessairement être dans la vraie vie. Ça nous permet de décrocher sur un méchant moyen temps. OK? Ok, oui. Tu sais? Et personnellement, quand j'ai été faire de la reconstitution, justement, quand je me suis présentée au Vinland, ce que j'avais trouvé un petit peu dommage, c'est que j'avais envie justement d'être cette personnalité-là, d'aller avec les gars, puis tout. Puis on m'avait dit, mettons, ben non, les filles, ils se battent pas. Les filles, vous autres, vous allez au chaudron, vous allez aller faire du tissage, vous allez faire ça. Puis là, j'étais comme, oui, mais moi, c'est pas ça que je veux faire. Mais pourquoi je peux pas? Puis là, c'est là que je me suis dit, est-ce que aujourd'hui on a des groupes de reconstitution qui sont... Bon, oui, on a les puristes, c'est sûr, mais est-ce qu'il y a ouverture? Est-ce que... Mon Dieu, j'aurais plein de questions. Je vais essayer de faire une phrase à la fois. Une question à la fois. Oui, je vais essayer de faire une question à la fois. Est-ce que... Premièrement, est-ce que c'est vrai que les femmes n'avaient pas leur place dans les combats à l'époque? Peut-être plus au niveau viking, parce que moi, j'ai plus vu au niveau viking. Ben, ça dépend à quelle époque on parle. Ça dépend d'abord quelle époque on reconstitue. Moi, je connais plus le milieu de la reconstitution viking, fait que je vais m'attarder sur cet exemple-là. Ouais, ben c'est ça, je connais plus aussi. Chaque période, chaque troupe est vraiment différente, là, puis je peux pas parler, là, malheureusement, pour les autres époques, vu que je les connais pas assez. Mais si je me concentre vraiment pour le milieu viking, malheureusement, je te dirais que les femmes dans les combats, ça dépend des pays, parce que pour mettre un peu en contexte là, le milieu de la reconstitution viking, moi, je suis membre d'une troupe depuis 6 ans, depuis 2014, qui s'appelle le Crab Lag, qui veut dire le clan du crabe. Dans le fond, on écrit crabe avec un K pour faire plus nordique. Lag, c'est un vieux mot norrois qui veut dire clan, qui veut dire famille. Fait que c'est le clan du crabe. C'est pour représenter, vu qu'on est à Rimouski, le Bas-Saint-Laurent, le fleuve, puis on a toujours la saison du crabe qui arrive, on mange plein de crabes frais, puis tout ça. Là. Moi, j'aime pas le crabe personnellement, là, mais plein de gens autour de moi en mangent. Puis c'est ça, c'est assez emblématique de notre région aussi, comme vers la Gaspésie et tout ça. Mais donc, c'est ça, je fais partie de ce groupe-là qui est prospect pour faire partie de l'armée de Jomsborg. Jomsborg, c'est un groupe de reconstitution viking à part, initialement, qui a commencé dans les années 80. Donc, ça a fêté justement ses 30 ans en 2018. Ça a commencé en 88. Fait que, quand à ce même, moment-là, c'est pas jeune. C'est vraiment pas jeune. Puis ça a commencé autour de praticiens d'arts martiaux puis de passionnés d'histoire qui étaient en Angleterre, en Pologne, dans différents pays, surtout européens d'abord. C'est vraiment un mouvement qui a commencé plus en Europe, puis après ça, qui a été transporté là, en Amérique. Un peu comme les grandeurs nature, finalement. Un peu comme les grandeurs nature, Ouais. oui, un peu le même principe. Puis dans le fond, nous, c'est ça. On fait partie de l'armée de Jomsborg, mais tu sais, Jomsborg, dans son organisation, dans ses chefs, on va dire, t'as beaucoup de Polonais, puis tu sais, je veux dire, l'Europe de l'Est, on s'entend, c'est... Ils ont des valeurs assez, peut-être un peu plus réfractaires au niveau de l'égalité homme-femme. Donc, des fois, il y a des clashs à ce niveau-là. Même encore aujourd'hui? Même encore aujourd'hui, parce que Jomsborg, ça a grossi en 30 ans, puis c'est rendu international. Maintenant, c'est un réseau de troupes vikings. Tu as des membres de Jomsborg en Angleterre, en France, aux États-Unis. T'en as chez nous aussi au Canada, t'en as en Amérique du Sud même. T'en as vraiment dans plein de pays du monde. On est vraiment des milliers de gens à faire ça là, au travers le monde. Puis évidemment, d'un pays, d'une culture à l'autre, t'auras pas la même vision. Puis dans ces troupes-là qui sont dans ces pays-là, ben, tu vas avoir des clashs de vision aussi. Fait qu'évidemment, t'as toujours des clans, t'as toujours des gangs, t'as toujours des puristes, des purs et durs qui font comme OK, on fait de la reconstitution, on reconstitue vraiment tous les aspects, c'est-à-dire que la femme est dans la cuisine, l'homme est au combat, ça finit là, peu importe, il n'y a pas de distinction. Puis d'autres qui sont comme, ben oui, mais tu sais, on est quand même au 21e siècle, on est là pour s'amuser, on dépense de l'argent pour être là, on est généralement pas payé pour faire ça, c'est souvent bénévole. Non, c'est ça, c'est bénévole. On dépense bénévole. plus qu'on gagne de l'argent pour faire ça, c'est ça, c'est souvent bénévole. Puis souvent, Fait on que là, il y en a paye d'autres pour qui font assister. comme, OK, oui, mais... Ouais, c'est ça, Des exactement. fois, on Fait que là, paye c'est pour ça, assister aux événements. Fait que tu sais, c'est comme quand tu payes, t'as comme
t'as quand même envie d'avoir... T'as quand même envie de faire ce que tu veux faire, finalement. C'est ça. Fait que là, t'as des troupes qui, au contraire, eux, ce qu'ils vont préconiser, c'est vraiment le libre choix. C'est la fille, parce que les combats sont quand même assez rudes, là, surtout dans certains de nos styles de combat. Parce que ça, je pourrais l'élaborer un peu plus tard. Là, on a 3 styles de combat différents, à intensité vraiment complètement OK. différente. On va avoir l'occasion d'en reparler. Mettons que je parle du style de combat de l'Est, parce que ça a été plus développé là, d'abord dans l'Est de l'Europe. Le Eastern, comme on a vu les photos tantôt, c'est en full armure avec les casques semi-full contact. C'est quand même assez rough. Avec là, des les anachronismes. courantes, ouais, avec un peu d'anachronisme, surtout au Oui. niveau des équipements en dessous, Ouais. nos protections modernes. C'est quand même assez rough. C'est pas pour les loups, entre guillemets. Fait que c'est sûr que une femme qui biologiquement est moins, entre guillemets, forte, pas moins endurante, là, mais moins forte, on va dire, qu'un gars. C'est sûr que elle peut peut-être avoir un peu un refroidissement par rapport à l'intensité des combats. Genre, moi, Par 4 pieds 11 contre, et demi, 3 quarts, j'arrive en avant de Boris, dont tu vois la pièce d'homme. Boris qui me ouais, regarde la première fois que je me Barbu et présente. Rhubarbe dans le chat aussi, c'est qui Boris. Fait que, ils vont Ouais, nous c'est ça. comprendre. Un Barbu qui dit il y avait sûrement des femmes dans de nombreuses époques, toutefois, c'était rarement une norme. On retrouve des exemples Ouais, de c'est ça. femmes qui se faisaient passer pour un homme. Ouais, c'est ça, parce que des femmes qui étaient des amours à glace, là, ça date pas d'hier non plus, là. Hein? C'est pas tous des petits modèles comme moi, là. Non, puis même, je te dirais, les fouilles archéologiques ont démontré qu'au contraire, la physionomie des femmes de l'époque, notamment si on prend par exemple justement l'époque viking, qui est l'exemple que je connais le mieux, les femmes de l'époque viking apparemment étaient plus costaudes un peu, étaient moins, on va dire, gracieuses et élancées là, finalement que ce qu'on voyait, que ce qu'on voit Moins aujourd'hui. C'est sûr standard que bon, 2020, là. c'est ça, c'est sûr que bon, un peu comme aujourd'hui, à l'époque, évidemment, il y avait différents types de corps de femmes et d'hommes, et ça change pas vraiment. Mais la tendance générale était vraiment au fait que la femme était plus costaude un peu parce que justement, elle travaillait un peu plus dans les champs, à l'extérieur, elle faisait un peu plus de tâches physiques, manuelles, au sein du village, au sein de son unité familiale. Donc évidemment, ça développe un peu plus sa musculature. Fait que c'est sûr que faut pas s'imaginer la femme frêle, fragile un peu et tout. Il y en avait aussi à l'époque. Oh, Mais oui. selon ton style de vie, ça détermine un peu ta physionomie aussi. Ben, vois-tu, moi, ce que je trouve fascinant de ça, c'est que, tu sais, ça fait pas des années qu'on a des standards où les femmes ont la shape qu'elles ont aujourd'hui, on s'entend, là. Si je regarde le temps de ma grand-mère, c'était un armoire, c'était une pièce de femme, là. Quand mon Ouais, grand-père déjà à cette rentrait à époque-là, on la voit la maison, différence. quand mon grand-père rentrait à la maison, puis qu'il était, c'est ça, elle te le ramassait, puis c'était, oui, madame, tu sais. C'est ça. Tu sais, c'était oui, madame, puis elle avait le bébé sur le dos, le bébé en avant, puis elle faisait des chants. Je me dis, regarde, on n'est plus là, là. On n'est plus là, c'est sûr. Non, non, qu'aujourd'hui- non, définitivement pas, non. Puis, non, c'est ça. Fait que, pour répondre à ta question, je te dirais que là, maintenant, je te dirais les plus puristes appliquent une logique qui est pas encore 100% déterminée parce que, comme a dit un barbu, les recherches, parce que nous, c'est ça, dans le fond, la différence avec les GN, c'est que nous, en reconstitution historique, tout ce qu'on fait est basé sur des trouvailles archéologiques et de la documentation historique. OK. Donc, c'est sûr que si on avait demain matin, là, mettons, une découverte phénoménale, comme quoi dans certaines cultures à l'époque viking, certaines cultures scandinaves, c'était la norme de faire combattre des femmes, ben là, peut-être qu'il y a des puristes qui changeraient un peu plus d'avis, là, qui feraient comme, ouais, ok, peut-être. On a-tu hâte qu'il Peut-être déterre que un non filon? non plus. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, je te dirais, dans les puristes, t'as toujours les deux vagues. Là. C'est sûr que t'as toujours des gens à tendance un peu machiste là, qui font comme, non, non, la femme, ça sait pas se battre, qui est comme vraiment ancré dans son idée. Mais la plupart du temps, les puristes vont vraiment se baser sur la documentation. C'est pas documenté comme quoi des femmes se battaient. Donc, à ce moment-là, on les fait pas combattre. Fait que, tu sais, ça, c'est Ok. beaucoup une tendance qui existe. Fait que ça, on se base vraiment beaucoup sur les trouvailles. Puis, comme disait un barbu, c'est seulement certaines femmes qui se battaient, généralement parce qu'elles avaient un certain statut social, du moins ça c'est ce qu'on interprète là, des trouvailles archéologiques, ou parce qu'elles avaient prouvé leur valeur au combat, ou les deux, et qu'elles pouvaient se payer l'équipement aussi nécessaire pour OK. partir au combat, faire des expéditions. On a Yue qui dit, avec les puristes, même s'ils déterrent ça, ça va être remis en question un moment avant d'être admis. Ah, effectivement, il va y avoir des débats, ça oui, effectivement. Puis tu sais, même, une des plus grosses découvertes qu'on a fait récemment, c'est qu'on a réétudié en fait via d'autres techniques de bioanalyse, les ossements d'un combattant retrouvé dans une tombe à Birka. Birka, qui est une ville qui existe encore aujourd'hui en Suède, si je me trompe pas, qui était à l'époque viking un carrefour commercial majeur. On a fait des fouilles archéologiques là, on a retrouvé beaucoup d'objets, d'ossements, de tombes pour documenter l'époque viking. Et une de ces tombes-là, on pensait que c'était un chef de guerre viking, mais en analysant la physionomie du squelette et en faisant des bioanalyses, on a découvert que c'était pas un homme, c'était une femme. Et là, en faisant des recherches contextuelles autour de ça, ben, on a découvert qu'en fait, c'était probablement un chef de guerre de haut rang, justement à l'époque, et qu'elle était une femme.
Mais là, c'est un des exemples les plus documentés qu'on a retrouvé. On n'en a pas vraiment retrouvé d'autres. On C'est peut pas tout faire beaucoup de ça. croisements, d'interprétations. Fait que, tu sais, jusqu'à quel point elle pouvait aller au combat, jusqu'à quel point il y en avait qui étaient comme elle, jusqu'à quel point c'était vraiment une norme. Ça, il faudrait vraiment remonter dans le temps puis être là physiquement présent pour le voir. Mais c'est quand Mais même tu sais, l'idée qu'on peut intéressant. s'entendre, c'est que ça pouvait être permis. Ouais, c'est ça. Ça reste quand même qu'on peut se poser des questions. Tu sais. Puis moi, ce que je trouve le fun, c'est que quand on a regardé, comme là, présentement, tu joues beaucoup à Assassin's Creed Valhalla. Puis Ouais, justement, on a le choix de jouer une fille ou encore un garçon, un homme. exact. Et dans les Ou deux les deux cas, selon voir que l'animus va lire. Tu peux comme alterner entre les deux. ouais, c'est ça. Mais moi, ce que je me demande, c'est que je sais qu'Assassin's Creed ont toujours eu tendance à. Ils ont toujours eu tendance vraiment à aller faire des recherches historiques avant de commencer ou de faire un jeu. Est-ce que pour ce jeu-là, ils ont été un peu plus dans le fantaisiste, tu penses, dans le fantastique, ou ils se sont quand même, ils ont quand même été on point? T'as fréquenté pas mal mon ancienne troupe parce que là, maintenant, ça n'existe plus. Là. Tu parlais du Vinland tantôt, mais c'est maintenant dissous Ouais, je pour sais que c'est dissous. différentes raisons. T'as sûrement entendu parler là, Ouais. du pourquoi, du comment et tout. Oui, oui, j'ai entendu Euh, parler de nombreuses choses. C'est pour ça que ouais, je ouais. n'en parle pas plus. Ça ne vaudra Non, pas c'est la ça. peine. Vous ferez vos recherches. C'est ça. Comme c'est Faites très vos populaire comme recherches. thème aujourd'hui, faites vos recherches. À savoir pourquoi ça n'existe plus. Mais non, où est-ce que je m'enlignais avec ça déjà? Ah, j'ai perdu mon idée. On parlait de Assassin's Creed qui était basé sur l'histoire parce que justement, il y a une femme et un homme dans Assassin's Creed qui Oui. sont les héros de la guerre. Ça me revient. Ben, écoute, t'as fréquenté beaucoup le Vinland, justement. Tu dois connaître Patrice Hamel. J'ai eu beaucoup de difficultés Marie avec les Colline pas noms. mal aussi, fait que... J'ai eu beaucoup de difficultés avec les noms. En gros, c'est... Le gars, c'est un doctorat en histoire. Dans le fond, il fait son doctorat en histoire médiévale à l'Université Laval. Je pense qu'il est en train de le finir ou il l'a terminé, quelque chose comme ça. Ok. Puis c'est ça, c'est un collègue que j'ai connu via l'université, mais avant ça, je l'avais connu via le réseau de troupes de reconstitution viking. Comme on disait tantôt, c'est un petit univers. Hein, fait que moindrement tu es impliqué là-dedans, tu finis par connaître un peu tout le monde. Ouais. Probablement que tu l'as déjà rencontré là, à des événements et tout. Là. Il est pas bien chum avec Boris, avec Sûrement Bergeron que et j'ai tout ça, là. jasé avec, mais je me rappelle pas de son nom parce que je suis ce genre d'individu-là qui va se rappeler de comment vous êtes habillé, de la pointure de vos Tu te chaussures. rappelles plus des faces que des noms, là, finalement. Mais demande-moi pas de me rappeler de ton nom. Ouais, je comprends. Je comprends. Fait que non, c'est ça, tout ça pour dire que lui, dans le fond, étant justement doctorant en histoire médiévale, puis il s'intéresse beaucoup à la période viking, lui, à la base, il étudie les moines anglo-saxons à l'époque viking, mais ça l'a amené à s'intéresser à tout le contexte autour. Fait que, tu sais, il connaît quand même bien ça, puis via le milieu de la reconstitution et tout. Bref, Ubisoft l'a engagé comme consultant pour Assassin's Creed Valhalla. Ça a mené vers une job un peu plus stable, un peu plus permanente pour lui. Fait que là-dessus, vraiment, félicitations. Ben Mais oui, lui, hein, on va il le a féliciter. fait une base de recherche, justement, sur Assassin's Creed Valhalla. Puis là, ce que j'ai vu, moi, en tout cas, de mes connaissances de l'époque viking, ils ont tourné beaucoup les coins ronds. Ils ont pris une tournure visuelle et esthétique très, très proche de la série Vikings, qui est pas vraiment 100% représentative de ce qu'étaient les Vikings. Yeah. Mais ils ont quand même gardé un certain fond, un certain cadre et un environnement qui, lui, est quand même assez plausible au niveau historique. Fait qu'ils ont comme coupé la poire en deux. Pour Ok. autant rejoindre les passionnés, les crinqués de la série Vikings qui voulaient voir des Ragnar Lodbrok foncer dans le tas, puis des Lagertha faire les fières guerrières et tout. Et Que les beuveries. plus... Comment? Et les la beuveries, ouais, beuverie. c'est ça. Ben oui, évidemment. Que les gens qui sont comme plus puristes au niveau de la représentation de l'histoire, comme moi, ben, tu sais, c'est ça, étant historien, reconstituteur, c'est ça que j'ai tendance à vouloir être le plus précis possible. Fait qu'on essaie de rejoindre un peu tout le monde, ce qui est quand même assez efficace. Mais oui, Valhalla a beaucoup de coins ronds tournés, un peu comme la série Vikings, là, finalement. OK. Fait qu'à ce moment-là, ben, c'est sûr qu'on l'a vu dans plusieurs. Là, on n'ira pas plus loin que ça quand même au niveau de Assassin's Creed, parce que je sais qu'ils n'ont pas toujours respecté les codes, mais à la base, il y avait quand même un bon fond, il y avait quand même une bonne recherche historique. Juste au niveau des lieux, c'est quand même assez intéressant. Yuen nous dit, j'ai lu qu'il y avait remise en question justement de la façon dont les ossements ont été prélevés et du coup que le sexe de ce chef serait incertain. Ah, OK. Ben ça, tu vois, il y a peut-être d'autres recherches, d'autres interprétations qui ont été faites, mais tout ça pour dire que nous, c'est un peu ça le défi en reconstitution, c'est que on essaye de faire le plus proche possible de la réalité historique, tout en gardant ça comme un jeu, parce que c'est sûr que là, tu as des groupes qui, eux, appliquent vraiment à la lettre la reconstitution, qui jouent même les rôles et tout. Nous, on est plus léger là-dedans. Là. C'est comme si on faisait du camping médiéval, on reste nous-mêmes, on incarne nous-mêmes, on joue pas de rôle comme tel. On fait juste comme recréer certains aspects de la vie de l'époque. On recrée un campement, on se fait de la bouffe avec les accessoires de l'époque, le plus possible proche des aliments de l'époque. Mais tu sais, dans nos tentes, moi je dors sur un lit de camp avec un matelas et un sac de couchage. Là. Ouais, Même ben si ma tente est historique comme telle. T'sais. En fait, au niveau des grandeurs nature, c'est sensiblement la même chose. Même qu'à une certaine époque, au niveau des grandeurs nature, je te dirais que je me rappelle de l'époque
du jour 1, là, genre j'ai 17, 18 ans, je m'en vais dans mon premier GN, j'ai une petite couverture parce que mon budget c'est une petite couverture, je dors sur un tas de roches, puis je mange chef boyardie à journée longue, là. Il y a rien d'historique là-dedans, là. Mon Non, c'est ça. costume, c'est limite un gilet noir avec une poche de patate, puis je fais un paysan parce que c'est drôle. Tu sais, tu commences comme ça, puis à un moment donné, ben là, tu découvres les friperies, hein? Si tu connais pas les friperies, ben découvre-les tout de suite parce que mon ami, il y a des mines d'or pour se construire des costumes là-bas. Et là, tu te retrouves à builder tes affaires. Puis là, quand tu arrives dans la trentaine, un peu comme moi, ben là, tu as envie de confort. Tu te construis une cabane. Puis des fois, ben là, tu veux qu'elle soit on point, sur la coche. Tu sais, tu veux justement avoir des accessoires qui soient d'époque aussi. Tu sais, là, Être le plus de décorum possible. Ah oui, le plus de décorum possible. Et même, moi, ce qui me fascine, c'est que je peux amener le point, mettons, de Bicoline, parce que je sais que vous autres, quand vous faites vos fesses médiévales, ben là, on s'entend qu'il va quand même avoir des civils autour qui ne seront pas déguisés, là, tu sais, c'est vous qui le faites. Ce ne sont pas les civils qui sont autour. Alors que nous, si un civil décide de venir vivre ce moment-là, il doit être comme nous. Donc, habillé à la médiévale ou du moins à la fantastique. Il doit faire un effort. Les anachronismes doivent être au minimum. Et là, tu rentres sur le site puis t'es immersif. Là. Commence pas à sortir ton Kodak pas à flasher partout. C'est sûr que tu vas te le faire dire, soit par un joueur qui est justement dans un monde immersif, il ne veut pas se faire déranger. Tu sais, c'est 7 jours, là. 7 jours immersifs. 7 jours à vivre dans une époque qui n'a pas d'électricité, que c'est le... Tu sais, il y a certaines personnes qui ont quand même des commodités, là. On s'entend qu'il y en a qui ont des petits poêles au butane, puis qui se sont patentés des affaires dans leur cuisine non médiévale. Mais je sais qu'il y a certains groupes, pour parler de la meute, justement, que eux autres sont vraiment, vraiment, vraiment très précis. Autant de la cabane, la bouffe, les costumes. C'est un des groupes Et attention, on parle pas du groupe politique La Meute. Non, on parle pas du groupe politique La Meute. Là. Oui, c'est ça. Non, on parle pas du groupe politique La Meute. La Meute dont on parle est arrivé avant le groupe politique. Oui, non, c'est ça. C'est une gang à Bicoline, au fond, que c'est des gars de la BTB. Eux autres, leur nom, c'était La Meute avant que... Bon, c'est ça, que la polémique parte. Ils changeront de nom s'ils veulent. Mais eux autres représentaient un groupe qui était viking là-bas. Puis on s'entend que c'est les petits chapeaux en laine. C'est la toge le soir avec... tu sais, limite, là, c'est des détails de soirée sont là. Même les souliers, quand tu rentres à l'intérieur de leur bâtiment, il est semi-enterré. Tu as une espèce de grosse capsule de feu qui descend ou qui monte selon la période de la journée pour réchauffer, pour faire à manger. Eux autres, tu sais, ils le font. Là. Quand on dit il y a des groupes qui le font à 100%, il y en a. Puis t'en as d'autres qui, bon, ont des anachronismes. T'ouvres le journal des anachronistes, ils ont toutes, là, un après l'autre. Là. Mais je me souviens aussi. Définitivement. Tu sais, ça, c'est. Puis on a aussi le vendredi à Bico, où là, nous, on s'amuse à appeler ça Zoucoline, parce que là, justement, les gens sont invités à rentrer sur le site pour une journée pour venir découvrir ce que c'est, puis se donner la piqûre. Et se donner la piqûre, c'est. Ben là, tu sais ça, t'as des touristes, t'as des gens qui arrivent là avec leur Kodak puis tout, puis nous autres, c'est pas rare qu'on va meugler, là, tu sais, qu'on va faire les chèvres, qu'on va faire les vaches, puis on va se sentir comme dans un zoo un petit peu. Là, t'as quelqu'un qui lève la main, Mystérix. Peut-être que Mystérix va à Bicoline puis fait comme « Ouais, je sais qu'est-ce que tu veux dire, le meudleur. » Tu sais, mais c'est sûr que c'est ça. Fait que je sais pas dans votre cas, vous, si, quand vous faites vos événements, c'est le genre de choses qui viennent peut-être vous chercher. Oui, définitivement. Écoute, nous, je veux dire, pas mal tous les... Ben, en fait, nous, on a 2 volets d'événements. On fait des événements privés, où là, on est vraiment juste entre nous, puis qu'à ce moment-là, c'est vraiment juste une fin de semaine de crafting, d'artisanat, de préparation de bouffe, de soirées arrosées, de combats, tu sais, vraiment, on tripe vraiment juste entre nous. Selon ce qui t'intéresse un peu plus dans la reconstitution, à ce moment-là, il va y avoir moyen là, de faire un peu de tout. Puis sinon, ben, juste être là, passer du temps avec les gens, jaser, tu sais, profiter du site et tout. Aider là, justement à la préparation du campement et tout ça. Juste pour l'ambiance aussi, c'est déjà quelque chose en soi. Puis on a aussi le volet événement public, comme justement l'événement que tu parlais, là, dont je voulais peut-être parler vu que tu en as glissé un mot. Ben oui, La vas-y. fête médiévale de Saint-Marcelin, nous, au Crablag, c'est notre événement principal. L'an passé, il n'y a pas eu lieu, bien sûr, à cause du COVID, comme pas mal tout le reste. Mais d'habitude, la fête médiévale de Saint-Marcelin, ça se déroule au village de Saint-Marcelin, qui est à peu près à 20 minutes de chez moi. Dans le fond de Rimouski, là, c'est dans les Hautes-Terres, parce que Rimouski est sur le bord du fleuve. Puis Saint-Marcelin, c'est environ à 20 minutes. Quand tu t'en vas vers le sud, là, finalement, dans le plus haut plateau, là, finalement, dans le haut pays qu'on appelle. Là. Puis Saint-Marcelin, c'est un petit village, il faut le mentionner, là, d'à peu près 300 habitants.
C'est une très petite communauté. OK, c'est comme le Où il se passe Rockfest, là. Quand vous débarquez là, le bordel pogne. ça, ben, pas le bordel pogne, là, mais mettons que ça devient pas mal plus occupé. Ouais, hein. Puis à la base, ça a commencé en 2002. Donc, ça fait quand même pas loin de 20 ans que ça va exister. Là. 2022, on va fêter les 20 ans d'existence de Saint-Marcelin. Et ben, ça a commencé comme un petit festival de village. Tu sais, dans les villages, tu as toujours une espèce de festival local là, qui va Ouais. dynamiser la communauté et tout. À l'époque, ça a commencé comme un événement médiéval. Parce que, bon, au début des années 2000, on est à l'époque où, justement, le médiéval, autant les GN que les aspects un peu plus historiques vont commencer à plus pogner au Québec. Ben Et oui, hein, avec le Saint-Marcelin a Seigneur embarqué des dans cette Anneaux qui vague-là. arrive. Le Seigneur des Anneaux arrive, les films comme 3 avec Brad Pitt vont sortir et tout ça, là, puis ça va comme donner une espèce de grosse vague à ça. Puis ben, Saint-Marcelin a embarqué dans cette vague-là, mais au début, c'était comme médiéval, entre guillemets. Là, c'était pas de la grosse reconstitution. Mais avec le temps, ça s'est développé parce qu'ils ont réuni plein de bénévoles, plein de groupes, un peu comme ma troupe de reconstitution viking, justement, de Crablag, qui se sont greffés à ça, qui ont intégré l'organisation, qui ont amené un aspect un peu plus reconstitution historique, un peu plus précis. Puis maintenant, je te dirais, Saint-Marcelin, c'est devenu un site semi-permanent avec plein de constructions. Il y a 1 an ou 2, on a construit ce qu'on appelle le manoir du Seigneur, qui est une un gros manoir en bois à 2 étages, où il y a des banquets, des festivités qui s'organisent là, tout au long de la fin de semaine. Est-ce que c'est Et à ben, à l'année travers tout, longue? non, c'est seulement une fin de semaine à la OK. mi-août. Mais c'est une fin de semaine quand même assez intense. Je te dirais bourré d'activités. T'as des combats de joutes équestres, t'as des combats de lames vives, t'as des cracheurs de feu, des saltimbanques, des musiciens. T'en as vraiment là, de tous les goûts. Puis c'est l'occasion pour nous de faire ce qu'on appelle de la vulgarisation puis de la diffusion. Mais vraiment live devant le public. C'est de l'histoire vivante, carrément qu'on appelle ça. Fait que là, on OK. va faire des prestations, on va organiser de l'animation. Comme par exemple, nous, l'année passée, non, en 2019. 2019, l'année avant que ce soit annulé, là, avant 2020, on avait fait la bataille du pont de Fameuse année. Stamford. La bataille du pont de Stamford, qui est une bataille historique dans justement l'évolution de l'histoire viking, qu'on a reconstitué, une bataille de pont, avec un scénario. Moi, je faisais la narration au micro, je décrivais les différentes étapes, je mettais en contexte et tout. Puis on a fait cette animation-là de combat puis de narration pour le public. Fait que, tu sais, un peu comme tu disais par rapport à justement les visiteurs qui viennent avec leur Kodak et tout, Saint-Marcelin, c'est une fête publique. Les gens sont pas obligés de venir costumés. OK. Et à chaque année, il y a 10 000 visiteurs dans un village de 300 habitants. C'est un des plus gros événements médiévaux qui est organisé au Québec en ce moment, avec Bicoline et tout ça. C'est dans le palmarès. Il y a quand même Oui. vraiment beaucoup de visiteurs. 10 000 Ça, c'est sans compter les visiteurs. bénévoles, l'organisation du village, les reconstituteurs comme nous. C'est vraiment énorme là, comme organisation. Puis évidemment, les visiteurs qui viennent, ben, tu sais, ils viennent aussi avec leur idée préconçue sur le Moyen Âge, leur idée préconçue sur son fait comme activité. Ils prennent des photos comme s'ils étaient vraiment dans un autre univers et tout. Puis tu sais, autant que c'est beau à voir, autant que des fois, on se cogne la tête en faisant comme, voyons, pourquoi vous avez des idées de même? Dans le genre, ah, est-ce que vous viviez comme ça à l'année? Ou dans le genre, hey, c'est-tu du vrai métal? C'est-tu du vrai linge? Tu sais, on a des questions vraiment niaiseuses des fois. Mais moi, ça me fait sourire. Moi, je trouve ça drôle. Les gens de ma troupe, il y en a certains que ça énerve vraiment beaucoup et qui n'aiment pas voir du public. Ouais, ben, tu sais, je suis un gars de public, je suis un gars de social à la base. Fait que moi, ça me dérange pas d'aller les voir et de faire comme, ben oui, c'est du vrai acier parce que telle affaire, puis nous, on fait ça. Puis, tu sais, j'ai un peu plus le rôle de pédagogue, on Oui, va puis dire, dans ma troupe. c'est du vrai. Tu sais, un barbu, il dit, c'est du vrai C'est du vrai feu. feu. On s'est déjà fait demander ça. Oui, C'est oui, même c'est pas du des vrai blagues, là. feu. Ben, tu sais, mon chum a craché le feu, tu sais, pour faire un petit aparté comme ça. Moi, quand j'ai connu mon chum, il crachait le feu, son ami crachait le feu, Ah ouais. au fond, eux autres, ils faisaient du super sec comme des clowns, puis il y en a un des deux qui crachait le feu. Fait que, tu sais, la fameuse bouteille. Nous autres, la question qu'on se fait toujours demander, c'est quoi? C'est quoi qu'il y a dans la bouteille pour cracher le feu? Puis nous autres, on est comme, man, on te le dira pas, on peut pas te donner cette information-là, tu vas le faire, puis t'as pas la formation pour le faire, tu vas Non. t'immoler ou tu vas t'empoisonner. Un des Pour deux. dire, n'essayez pas à la maison. Non, C'est le non, cas de non, non, dire. non, c'est ça, n'essayez pas ça à la maison, puis même aujourd'hui, c'est une des raisons pourquoi mon chum crache plus le feu, c'est parce qu'il s'est empoisonné une couple de fois, puis c'est pas parce qu'il sait Ah pas ouais. cracher, il sait cracher. Donc, non, c'est ça, il faut le faire, puis c'est un métier en soi. Puis moi, je vois que, tu sais, à Bico, Ouais. on a justement, le vendredi, on a l'événement public où là, on a justement, tu parles de cracheurs de feu, j'ai une anecdote là-dessus, hein? Tu sais, on a les cracheurs de feu qui viennent dans la fosse aux monstres, puis là, c'est un spectacle. On a les jongleurs de feu, on a les cracheurs de feu. Mais encore une fois, c'est pas nécessairement quelque chose qui se passait de façon historique. Là. On s'entend que c'est de l'art aussi à ce niveau-là. Puis on a même un gars, quelqu'un qui a mis ça à un autre niveau dans les spectacles qui sont présentés dans l'événement que moi j'assiste, où le gars, il y a des cages. Il est dans une cage de feu. Puis il a fait bouger la cage, puis il jongle avec ça, puis il y a une espèce de gabison par-dessus lui qui est par feu. C'est très impressionnant à voir, mais t'en as tout le temps un qui est comme
hey, j'aimerais ça essayer. C'est comme, t'imagines-tu, ça fait combien d'années qu'ils se pratiquent avec la base, avec des boules lumineuses avant de s'en aller vers le feu de Ouais. ce niveau-là? Ouais, C'est absolument. comme Ça prend ça, vraiment là. beaucoup de pratique, puis c'est un art qui est difficile à maîtriser quand même, là. De jongler avec le feu, de cracher du feu et tout, là, non, c'est pas facile. Puis souvent, ça va être associé justement au médiéval, aux fesses médiévales, parce que je pense que c'est pas nécessairement parce que c'est historique, mais c'est surtout parce que c'est, pour le public, c'est impressionnant. Oui, c'est ça. Puis je te dirais qu'on essaie beaucoup de faire pas mal de sensationnalisme parce que nous, on fait du combat, tu sais, à la différence aussi, puis ça, je pense que c'est une des différences majeures au niveau des GN. En GN, les gens n'ont pas forcément de base de combat, n'ont pas forcément d'entraînement avant de venir, se sont pas forcément entraînés une fois ou plusieurs fois par semaine avant de venir faire les combats, tu sais. Ils mettent leurs armures, ils prennent leurs armes en mousse, puis après ça, ils se tapent dessus joyeusement, puis ils font ça vraiment, là, tu sais, ils s'amusent, ça dure un temps, puis après ça, c'est fini. Tandis que nous, justement, Reconstitution historique, quand on fait nos événements, ben, on a passé l'année, 4 saisons par année, à s'entraîner au moins une fois par semaine. Nous, on fait ça les dimanches après-midi de notre côté à la troupe, mais ça peut être à différents horaires là, selon les horaires de chacun là, à travers les groupes. Mais c'est ça, une fois par semaine, pendant 3 heures, où on prend le temps de savoir maîtriser nos armes. Parce que nous, la différence, c'est que c'est de l'acier, nous autres. Mais non, c'est ça. C'est des vraies Vous armes, autres, quand des vous vrais vous coups. tapez, il y a des vraies blessures, des vraies commotions. Tu sais, c'est pas parce que nous autres, il n'y a pas de commotion, puis il y en a, là, OK? Moi, j'ai déjà vu Je vais mettre quelqu'un... un bémol là-dessus au niveau des commotions. Là. En fait, c'est ça, je te dirais, là où il y a plus de risques de commotion, c'est dans ce qu'on appelle le BO. Le BO, qui est comme une espèce de... que tu connais probablement, là, c'est une espèce de combat en full armure. Oui, Dans une oui. petite arène 5 contre 5, où là, vraiment, c'est quasiment de la grosse lutte, full contact en Ah oui, armure. on en a vu au Où ils donnent vraiment des Comic-Con de gros coups et tout Montréal. ça. Au Comic-Con de C'est ça, Montréal en je te dirais, 2019. oui, il y a peut-être plus de risques. Oui, c'est vrai, ils en font au Comic-Con. Ça, je te dirais, oui, il y a plus de risques de commotion, mais nous, de la manière qu'on le fait, c'est une touche, un mort. Tu as le droit de frapper sur la tête, tu as le droit de frapper l'intérieur du corps, le haut des bras, les cuisses, puis le torse aussi, bien sûr. Mais les extrémités, les mains, les avant-bras et tout, ça, tu peux pas. Ça, c'est dans le combat style de l'Est. Et de l'Ouest aussi, là, l'Ouest qui est un peu plus léger, pas vraiment d'armure et tout, pas de casque évidemment, donc pas de coup à la tête. Mais dans le style de West et du East, une touche, t'es mort. OK. Tu te fais toucher une fois dans le combat, tu te couches à terre. Est-ce qu'il y a Fait des que, tu sais, gens pas de qui ont des points bargeage ou quoi magiques? que ce soit, là, finalement. Comment? Je dis ça parce que, tu dis une touche, t'es mort. On s'entend qu'à 40, la touche, tu peux pas l'ignorer. OK? Non, tu peux pas l'ignorer généralement. Mais des fois, ça arrive. Ça m'est arrivé de recevoir des coups là, dans ces combats-là que j'étais pas certain si la personne m'avait touché. Mettons que la pointe fait juste m'effleurer ou tu sais que c'était pas un coup franc finalement. Là. Ça m'est déjà arrivé quand même. Parce que aussi, c'est ça qui arrive, c'est que nos entraînements, on les fait. On soigne pas nos armes un peu n'importe comment. Là. On pratique un kata de coups vraiment extrêmement précis. Moi, tu l'as dit, c'est un On a kata, une là. façon de frapper, une façon de se défendre, on a une posture à adopter et tout. Puis là où je voulais en venir avec ça, c'est que justement, dans les événements publics, on en beurre un peu plus épais comme dans les films. C'est moi, ça me fait rire à chaque fois depuis que je fais du combat avec des armes d'acier. Comment dans les films, ils font des pirouettes, ils se tournent le dos, ils Ah, tu font tournes des jamais grands le dos à mouvements ton avec leurs combattant. armes et Jamais, tout. jamais, jamais. S'ils faisaient ça, il y a tellement d'ouverture que la personne pourrait mourir 10 fois avant de donner un coup. Là, tu sais. Non, c'est ça. Alors que nous, dans nos combats, justement, c'est souvent très protégé, très vraiment renfermé sur nous. On donne un coup, on se protège tout de suite. C'est très, très, très précis, très stratégique et tout ça. Fait que souvent, dans le public, ce qu'on va faire, c'est l'inverse de ça. On va faire des grands mouvements, on va crier, on va se foncer dedans, on va faire étirer le combat le plus possible. On va impressionner le monde. Impressionner la galerie, justement. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu sais, quand on. Mettons, c'est M. Caféine, là, justement, il disait. Il dit, j'ai pas de base de combat. Ça m'a pris 50 GN pour que je tape quelqu'un. Encore là, ça, c'est quelque chose qui est particulier parce qu'il y a différents types de GN. Tu sais, il y a différents types de combats en GN. Moi, je me souviens, Bicoline, ce que j'aime de Bico, pour parler de mon expérience par rapport à ça, c'est t'as un coup. Tu sais, t'as pas d'armure, si tu vois un, là, t'es mort. Puis, si t'es pas bon avec ton arme, you're gonna die anyway, OK? Tandis que quand j'arrivais à Belenos, ah ben là, il y avait quelqu'un qui arrivait en avant de moi, puis ton bouclier cassé, 4 magiques. Ah, je venais noire, verte ou couleur parce que je me disais non. Puis à un moment donné, c'était ça, mes amis me disaient hey, calme-toi, ça fait partie du jeu. Non, donne-moi, tu sais, moi je fais des arts martiaux dans la vie, hein. J'étais comme donne-moi mon arme, m'en y en sacré une. Mais j'ai pas le droit parce qu'il est niveau 62, puis moi je suis niveau 1, mais. Fait que j'ai arrêté dans ces GN-là justement parce qu'il y avait comme. Ouais. Je venais. T'as des GM moins réalistes où là, il intègre de la magie puis plein de trucs comme ça. Là. Tu sais, je venais vraiment très en colère à cause de ça, puis j'ai arrêté à cause de ça de faire ça, puis c'est pour ça que je me suis en allée plus vers qu'est-ce qui ressemblait plus à une reconstitution, où là, comme je te disais plus tôt, je me suis fait coincer dans un mur, je me suis fait dire non,
Des petits GN comme ça, t'aimes pas ça, reste à Bico parce que tu peux pas aller là, justement à cause de ma grandeur qui est très désavantageuse. Bon, je me le cacherai pas, là, la grandeur que j'ai, un coup sur la tête. Tu sais, c'est un coup sur la tête, c'est mon point faible. Même si j'ai un casque, ça va être fini tout de suite, tu sais, mais quand même, il y a différents types de combats de GN. Justement, on en parle des combats. Les armes, tu sais, tu disais que c'est des vraies armes, mais il y a différents types d'armes. J'ai vu des haches dans les photos, des hallebardes, j'ai vu pas des lances, mais là on parle de lances historiques, là, c'est une pointe là, avec Dans le viking, c'est épée, hache à une main, hache à deux mains qu'on appelle la hache danoise à l'époque viking, puis la lance. C'est vraiment nos 4 armes principales avec lesquelles on se bat, puis le bouclier. Au niveau du bouclier, Et là. le couteau, qu'on appelle un C-axe ou un scramasax à l'époque. OK. Puis quand vous vous battez avec ces armes-là, tu disais tantôt, tu parlais de kata. Là, on parle d'un entraînement une fois par semaine. martiaux. OK. Est-ce que. Un peu comme en arts martiaux, mettons, tu vas faire du karaté, tu vas avoir ton kata de coups de poing, coups de pied, défense et tout ça. Nous, c'est la même chose. On a une façon de bloquer, on a une façon de faire différents blocs, des parades, des ripostes. On a une façon de donner les coups qui est autant sécuritaire que le plus possible proche de la réalité de l'époque. Mais ça, encore là, ça dépend du style qu'on fait. C'est nous, au niveau des combats, on a vraiment 3 styles dans le milieu de la reconstitution viking. Comme je disais tantôt, le style de l'Ouest, ça va vraiment avec la zone géographique de l'Europe où on l'a développé. Qui est un style de combat plus léger. Généralement, on va se battre en habit civil avec quelques équipements modernes en dessous pour paraître un peu plus, justement, de l'époque. On va avoir nos gants de protection et tout ça, là, puis on va porter le minimum d'équipement, pas de casque. Ça va être vraiment de la petite escrime assez légère, assez précise, pour vraiment pratiquer la précision du mouvement, l'amplitude aussi du mouvement et tout ça, le contrôle. Et on a le combat style de l'Est, qui a été développé plus dans l'Est de l'Europe, où là, c'est vraiment les cottes de mailles, les casques, les gants bisons. On a le droit de frapper à la tête, c'est plus rough un peu, c'est comme semi-contact et tout. On peut donner des coups de bouclier, se foncer dedans et tout ça, c'est plus rough un peu. Mais encore là, il y a toujours un contrôle, il y a toujours une façon de se battre. Puis il y a un reportage justement qui mettait ça en lumière que je trouvais vraiment intéressant. C'est ce qu'on appelle un principe d'agression contrôlée. C'est-à-dire que oui, on va se taper dessus, mais ça va être dans le but de faire du sport, dans le but de faire ça dans un esprit de camaraderie. Et aussi dans le but de s'entraîner, d'avoir du fun. C'est un peu comme les arts martiaux, puis après ça, de pouvoir revenir travailler le lendemain matin sans recevoir de blessures. Fait que ça va se faire avec une précision, un calme le plus possible. Bon, des fois, l'intensité monte quand même pas mal. Mais c'est ça, dans le fond, ça va être vraiment un peu comme les arts martiaux. Principe d'agression contrôlée, avec vraiment toutes les valeurs là, qui viennent autour de ça. OK. Parce que c'était. Et le troisième style de combat, c'est vrai, je l'ai oublié, celui-là, le troisième style de combat, c'est de l'escrime, on va dire un peu plus historique. C'est de l'AMHE. AMHE qui est arts martiaux historiques européens, qui se développe autant dans le milieu de la Renaissance que dans le milieu un peu plus médiéval où là, le viking, eux autres, ils vont appeler ça du scarl. Le but, là, on peut pointer en plein visage parce qu'on a un masque d'escrime, on a un équipement plus rembourré aussi par-dessus pour éviter les chocs. Puis on peut vraiment frapper partout. La main, la tête, le visage et tout ça, c'est ce qu'il y a de plus proche, historiquement parlant. Les pointes de lance vont être en rubber, les têtes de hache aussi. Et les épées, elles, vont rester en acier. Ça, c'est un style plus permissif au sens où, contrairement à l'ouest et à l'est, ben, tu as vraiment toutes les zones de touche qui sont permis. Fait que ça, c'est vraiment les 3 styles de combat qu'on pratique. Puis c'est fait selon de façon d'art martial, vraiment, là, puis un kata d'entraînement et tout ça, là, finalement. Okay. Vous pratiquez des bunkai, finalement. Ce que nous autres, on appelle des bunkai, là. Parce que t'as le kata. Le kata, au fond, en arts martiaux, c'est le principe de j'ai des déplacements à faire d'une certaine façon avec une certaine séquence. Le bunkai, c'est l'application de ce kata-là. Puis c'est là que tu te rends compte des fois que tu connais pas pantoute ton kata. Oui, c'est ça exactement. D'où le principe de l'entraînement, puis de pourquoi on s'entraîne aussi pour les événements. C'est que si tu arrives en événement que tu t'es pas battu depuis des semaines, des mois, il y a des chances que tu te battes tout croche, que tu n'aies aucune endurance et surtout que tu blesses tes camarades aussi. Ce qu'on veut surtout pas en événement public. Ben c'est ça, puis tu parles de blesser les camarades. Même en événement privé, là, mais... Ouais, c'est ça. Événement privé et événement public, on parle de blesser les camarades. Moi, il y a quelque chose que je trouve quand même intéressant là-dedans parce que justement, tu sais, on est des camarades, on est des amis. Puis souvent, quand on s'en allait en compétition, que ce soit en arts martiaux ou que ce soit quand je fais du grandeur nature, ben, la personne qui est en avant de moi, avec qui je m'en vais me battre avec mes armes en mousse, puisque c'est des armes en mousse, nous autres, tu sais, je peux quand même y faire mal à un œil. Je peux quand même le blesser de façon permanente. Puis que cette personne-là, moi, j'ai un ami dans ma gang qui a perdu un œil de même. Il voit, mais là, il est tombé dans c'est ça. On ne donnera pas plus de détails. Il y en a qui se sont cassés, il y en a qui sont tombés dans des nids de guêpes. Tu sais, c'est pas magique, là. Fait que je me dis que vous autres aussi, c'est sensiblement la même affaire. Des blessures de GN, ce sont des blessures qui arrivent aussi, là.
La plupart du temps, moi, les blessures que j'ai été témoin, j'en ai jamais vu des graves. Je me doute qu'ailleurs dans le monde, il y en a probablement eu, là. Mais nous, de ce que j'ai vu, moi, j'ai fait surtout des événements au Québec puis un petit peu aux États-Unis. Ce que j'ai vu, c'est des doigts cassés parce que la personne avait négligé son équipement de protection au niveau des mains. Ou sinon, la personne est allée un peu trop intensément, justement, pour le niveau de protection d'équipement. C'est des erreurs de négligence souvent que j'ai vues, surtout au niveau des mains. Commotion, je pense pas en avoir vu. Personnellement, là, j'ai pas entendu parler de personnes qui avaient fait des commotions. J'ai jamais vu vraiment de blessures graves. J'ai vu des fois des coupures parce que l'arme était un peu trop. C'est des armes émoussées, puis des fois, elles peuvent s'ébrécher un peu là, avec les marques de Ouais. coups. Des fois, des petites coupures, des choses comme ça. Là, des fois, ça pisse plus sur le sang que la blessure est grave en réalité. Là. Moi, il m'est arrivé un accident, je me suis fait fendre le sourcil. Parce que je me battais en style de l'Ouest, justement, où on n'avait pas de casque, puis c'était censé être de l'escrime un peu plus légère. Mais mon coéquipier qui se battait avec moi avait un nouveau sabre avec lequel il n'était pas habitué. Il y avait un problème Le avec son poids. nerf sciatique, fait que là, sa jambe a chancé un peu, fait que là, il était comme pas tout à fait précis. Puis en plus de ça, ben, là, il a comme fait un revers de son épée, puis au lieu de se loger sur mon épaule, parce que c'est là qu'il visait, ben, ça s'est logé sur mon sourcil. Puis ben là, j'ai pissé le sang, puis j'étais allé à l'hôpital. Mais c'est vraiment le pire des blessures que j'ai vues. Là. Non, c'est ça. Monsieur Caféine, il disait, justement, il dit, il y a plusieurs personnes. Les blessures de GN sont assez sérieuses. Moi, je pense que principalement, une des raisons, justement, c'est qu'on n'a pas un équipement. On n'en a pas d'équipement, tu sais. Puis on se pense souvent supérieur. Hein, c'est comme, je vais charger dans un tas de personnes qui sont full plate. Puis là, t'as la personne qui est full plate en avant de toi. Moi, je suis light, je rentre dedans. Puis finalement, le gars s'enfarge, tombe sur moi. Je me ramasse avec un morceau de l'armure, des fois, ça va être une épaulette ou n'importe quoi, qui, parce que c'est des épaulettes en métal, tu sais, que je me ramasse avec ça. J'ai déjà reçu un trait de baliste dans le visage. Oui, un trait de baliste médiéval. Ouais. On gère quand même la pression des balistes là, au niveau des grandeurs nature. Là. Il y a comme une pression qui est en livre, qui est ajustée. Mais quand tu es comme à 3-4 pieds parce que tu décides que tu cours en avant de la baliste, j'ai vu des étoiles. Je te garantis que j'ai vu des étoiles. Oh oui, j'ai pas de misère à croire. Tu sais, puis ça, c'est le genre d'accident qui arrivait dans le temps que j'étais gobelin puis un peu cave, là. Mais non, c'est ça, tu sais, on n'a pas conscience quand on est justement en grandeur nature de la gravité de l'arme qui est en avant de nous autres. Tu sais, j'en vous en montre une, là. C'est un arme en mousse, tu sais, je me tape dessus, je me fais pas mal. Demain matin, Frank décide qu'il arrive avec son arme et me fait la même affaire. Premièrement, je suis pas capable de la tenir de même à une main. Probablement que je vais être obligée de me tenir de même. Je vais avoir une posture. L'épée est beaucoup trop grosse. Si elle était en acier, tu serais pas capable Mais de non, sauver. je Ce serais de une trop même. grosse quantité d'acier mal balancée. Je serais comme ça avec l'épée, tu sais. Puis, dans les GN, tu vois ça, là, tu sais, ça tape comme ça, puis c'est comme, ah, je t'ai donné 5 coups, t'es mort. C'est comme, t'es pas dans le jeu, t'as pas une vraie arme. Vas-y, tu sais, c'est pas en tout le même style de combat, là. Mais ça, pour le style d'arme, ça me fait rire aussi en GN, parce que souvent, moi, ce que j'ai vu dans les combats de GN, c'est que vraiment, les gens s'imaginent les armes beaucoup plus lourdes que ce qu'elles sont réellement. Honnêtement, moi-même, là, avant de faire de la reconstitution historique puis de prendre des vraies armes en acier dans mes mains, je m'imaginais tout le temps que c'était comme ça pesait une tonne, puis que c'était donc lourd, puis tout ça. Mais en réalité, non. Puis j'ai fait des recherches là-dessus, puis je me suis rendu compte que, mettons que je prends encore une fois l'époque viking, parce que bon, c'est celle que je connais le mieux, les épées pesaient pas plus que 5 livres, épée à une main. Parce que. Pour vrai, j'ai tout le temps pensé que c'était plus lourd que ça. Pas idéal, là, 2-3 livres à peu près. 2-3 livres à peu près, parce que l'épée, moi, je donne souvent la comparaison, puis ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, là. C'est Gabriel Langelier, que tu as peut-être déjà croisé. Oui, non, ça me dit de quoi? C'est ça, ben, Gab Langelier, justement, dans un de ses ateliers qu'il nous avait donné, lui, il comparait l'épée à un gros couteau à steak. Puis la comparaison qu'il te donnait, c'était quand t'es là, à ton barbecue l'été, que là, tu viens de faire cuire ton steak, puis que tu veux le manger avec ton couteau, tu vas pas se mâcher dessus, puis ton couteau pèsera pas une tonne. Ben, c'est la même chose avec l'épée. C'est comme une espèce de gros tranchoir à steak. Tu vas faire des petits mouvements rapides pour aller couper ta viande, puis tu vas les faire les plus petits possibles. Ben, le combat à l'épée, c'est un peu la même chose. J'étais comme, ouais, c'est pas fou comme comparaison quand même. Puis 5 livres, ton épée à une main est vraiment hyper lourde. Ouais, tu vois, c'est ça. Même avec mon 5 livres, un barbu me corrige. Ça reste encore un peu trop. Ah, mais c'est ça que je me dis. Je suis jamais sur le 5 livres, moi aussi, parce que on en a déjà eu des armes, parce que justement, à m'amener, on a un de nos amis qui faisait des films, puis il moulait les armes pour ensuite les transformer. Parce que, spoiler alert, quand vous regardez un film médiéval, c'est des armes en mousse injectée, OK? Il n'y a rien de métal là-dedans. Là. C'est un bruit qui rajoute. Puis vous allez le voir, si vous regardez le film 300, la lance au ralenti, quand elle poque, elle fait ça. Elle fait vraiment ça. Le bout va plier. Puis tu sais,
Ok, non, c'est ça, elle va comme, ouais, elle va faire Ah des ouais, gags. quand elle lance, elle fait ça de même, puis les gars, ça donne que c'est des amis à moi, justement, parce qu'ils travaillaient pour la compagnie. Il me dit, hey, on la voit, là. On le voit tout de suite que c'est une lance en Ouais, caoutchouc, là. Tu sais. Mais c'est ça. les gens ne verront pas, à moins de l'avoir fait, ou comme nous autres, d'avoir Mhm. déjà tenu ces armes-là dans les mains, là. Mais c'est ça, tu sais, allez voir, puis il y en a plein là, sur YouTube. Vous tapez Viking Reenactment ou Reconstitution Viking, des choses comme ça. Vous allez voir des vidéos de combat, notamment si vous tapez aussi Festival de Volin. Je vais l'écrire dans le chat, c'est Oui, vas-y. W-O-L-I-N, comme ça. C'est un des plus gros, c'est le plus gros festival viking en Europe. Il y a plein de vidéos de combat de ces moments-là, de ces festivals-là. Puis vous allez voir là, justement que tu sais, faker le poids de l'arme, comme ils disent en GN, comme M. Caféine a dit dans le chat. Moi, ça me fait tout le temps rire de dire ça parce que c'est comme, t'as pas tenu une vraie épée pour dire ça. Là. J'en ai tenu vraiment différents modèles qui étaient plus lourds, plus légers, puis j'en ai essayé plusieurs. Puis honnêtement, j'étais capable de me battre assez rapidement avec ça. Là. Beaucoup plus que ce qu'ils recommandent de faire en grandeur nature, là, justement. Oui, puis Fait que ça, c'est souvent, puis c'est à cause des films, justement, qu'on a un peu cette image-là, là, si on veut. moi, je trouve ça fascinant parce que, vois-tu, tu sais, tu parles justement de tenir pas. Moi, j'ai pas tenu une épée en tant que telle. Ben, oui, j'en ai déjà eu une. C'était quand même, honnêtement, pas si pire. Moi, j'avais plus une épée de type européenne dans les mains. Mais nous autres, nos armes d'arts martiaux, c'est fait pour aller vite, là. Le beau traditionnel, il est lourd, mais il n'est pas tant lourd que ça. Les camas, c'est léger. Tu sais, c'est toutes des armes qui sont faites pour être efficaces, rapides. Si c'était trop lourd, ben c'est pas mieux. Tu vas te faire une tendinite dans le bras à force de Exactement. t'entraîner avec, là. Même, Exactement, c'est ça. attends, même médiéval, les gens miment des choses extra lourdes ou hyper légères, alors que les armes devraient être équilibrées et mobiles. Oui, effectivement. Attends un peu, j'ai jeté la Ouais, mais plupart. ça, c'est souvent parce que la fabrication n'est pas uniforme. Si ça va provenir de plusieurs fabricants, plusieurs forgerons. Il n'y aura pas une fabrication standard uniforme, vraiment. Généralement, une épée à une main, même les grosses, sont environ 2 livres à max 3 livres. Ouais, c'est ça. Puis il y en a, on a excuse-moi, Nanachimio, qui dit la plupart des armes de GN ont un pas si loin de la vraie. Mais ça, c'est quand même pas si pire. Tu sais, là, c'est sûr que mon Falcata, il est pas équilibré, mais c'est vrai qu'il est quand même assez, honnêtement, qu'il est quand même lourd. Quoi qu'il rebondit, là, on s'entend, là. Fait que ça c'est un point. Sinon, attends un peu. On parlait des vêtements tantôt. Oui, je pense qu'on Ouais. ouais, on parlait des vêtements plutôt. Les vêtements, selon les reconstitutions. Bon, encore une fois, vêtements de parade. Toi, vêtements de paysan de tous les jours. Est-ce que le paysan avait. Ouais. Est-ce que quand vous autres. Moi, je sais la quantité d'argent que j'ai pu investir dans ce sport-là, OK? On va l'appeler un sport. On investit pas mal, nous aussi. C'est ça que je me demandais, c'est parce que vous autres, c'est du vrai métal. Donc, forcément, il y a des coûts à ça. Je serais curieuse de savoir une année de reconstitution, quelqu'un qui commence, puis qui veut s'équiper pour aller se battre pour la première fois. Il faut qu'il L'année où prévoie tu commences, c'est la pire. C'est la pire côté dépenses. Ouais, ben oui, non, mais Parce ça, que t'as oui. rien. T'as rien, fait que là, il faut tout que t'achètes. Mais je te dirais un coup que t'as ton kit civil de base que tu garnis après ça, là, petit peu par petit peu, avec de la bijouterie, des parures, des choses comme ça, que tu veux comme rajouter pour soit rendre plus fidèle la période et la région que tu veux reconstituer, ou juste pour ton simple plaisir. Par après, tu sais, je te dirais un coup que t'as tout acheté, autant ton kit de combat que ton kit civil. T'as plus grand dépense à faire à part ça. Là. À part des petits ajouts à droite à gauche. Le pire des dépenses, c'est vraiment la première année pour te starter puis commencer. Je te dirais, si tu es combattant, ça peut aller pas loin dans les 1000 à 2000, 3000 à peu près. Fait qu'on Si part tu veux acheter de. vraiment du bon équipement de qualité. Là. Parce que moi, nous autres, on a vu. Oui, la tente coûte cher. La cabane aussi, un barbu, je te le confirme. Ouais. La cabane aussi. Puis quand la COVID arrive l'année d'après, puis que tu as fait 2 ans que tu profites pas de ta cabane, tu trouves l'investissement dur sur le cœur. Un petit peu, oui, c'est clair. Comme moi, je le trouve dur sur le cœur présentement. Mais non, c'est ça, au niveau des vêtements, au niveau de l'équipement, puis tout ça, je sais qu'au niveau de l'usager, bon, on en a. Je sais qu'il y a des reconstitutions qui en prêtent pour ceux qui veulent essayer. Ça, c'est sûr et certain. Mais Mhm. est-ce que c'est un peu comme comment on pourrait dire ça? Comme quelqu'un qui commence tu sais, quelqu'un qui commence en combat d'arts martiaux, là, tu veux pas prendre les gants de quelqu'un d'autre. Là. Tu veux pas prendre le casque de quelqu'un d'autre. Mettons que t'as envie d'avoir ton propre kit, là. Oui, ben oui, c'est ça. Puis en fait, je te dirais l'étape de base,
quand tu es en reconstitution historique, surtout parce que déjà de base, la troupe va dire on reconstitue une époque. Dans notre cas, c'est l'époque viking, 796 à 1066. Puis par après, ben, nous, c'est ça, on va demander aux membres de dire OK, quelle région, quelle période précisément de l'époque viking tu veux reconstituer. Comme moi, par exemple, si je prends exemple sur mon propre kit, quand je vais être vraiment dans mon full kit viking, je vais essayer de reconstituer le plus possible ce qu'on appelle un vareg. Les varegs, dans le fond, c'était les Suédois qui, dans les années 800-900, ont décidé de faire des expéditions là, finalement dans les pays slaves, c'est-à-dire l'actuelle Russie, l'Ukraine, aller vers Constantinople, qui était l'Empire byzantin à l'époque. Et donc là, je vais avoir comme une espèce de mélange de vêtements suédois, mais aussi des vêtements un peu plus slaves orientales, finalement. Fait que, dans le fond, c'est ça le but, ça va être vraiment de dire, OK, quelle région, quelle période, quel chemin ton personnage a fait, pour dire à peu près vraiment quel kit il va aller porter. Fait que ça, c'est vraiment ce qu'on a. Ben, il y a un peu la même dynamique en GN, mais en GN, c'est vraiment plus comme c'est quoi ton personnage, de quoi tu veux qu'il ait l'air, puis après ça, amuse-toi. Ouais, puis encore c'est vraiment, là. OK, t'as une région de période, puis vraiment, il faut que tu documentes, là, avec des sources et tout. Mais c'est ça, parce que, tu sais, vous autres, vous avez le chemin qui va. Par rapport au chemin votre personnage ou la personne que vous imitez ou que vous voulez reconstituer a fait, mais justement, ça se peut que à la cheville, ils finissent par avoir pas des lacets, mais c'est une espèce de corde dont le nom m'échappe. Mais je sais qu'au niveau de l'oriental, il y avait ça à la cheville pour le supporter, pour aller à l'intérieur des bottes au lieu d'aller à l'extérieur, etc. Donc ça, on a des choses comme ça. La simple fourrure, c'est pas dans tous les pays nécessairement qu'il y avait de la fourrure. Il y en a qui avaient de la soie, il y en a qui avaient différents types. Puis ça, aujourd'hui, on a des tissus qui vont imiter ces vêtements-là. Mais je sais que pour avoir vu des costumes, il y en a qui veulent de la soie, qui veulent de la fourrure, qui veulent avoir du lin. Puis c'est all dress. Oh, on a des insultes dans le chat. Petit conseil, vous êtes mieux d'acheter. C'est parce qu'un barbu, tu sais, je vais lire son commentaire, là, mais il fait référence à quelque chose qui me hante un peu encore aujourd'hui. Il dit petit conseil, vous êtes mieux d'acheter de la qualité au lieu de quelque chose de cheap, vu qu'à long terme, tu vas dépenser plus sur tout équipement. Nouvelle épée, vu que ton ancienne de basse qualité a cassé, par exemple. Là, il fait référence à moi. Il dit Frank connaît ça, les épées cassées. Je vous dis ça, ben c'est ça. Il dit ça, en fait, parce que justement, dans notre première année, un barbu, c'est un de mes chums IRL, en fait. Là. Les gens qui fréquentent ma chaîne vont le voir à l'occasion. C'est un de mes chums IRL là, depuis de nombreuses années. Un historien, lui aussi, pratique les arts martiaux. Il a sa propre école, d'ailleurs, justement, de karaté Kyokushin. C'est ça, je cherchais le nom, ouais, c'est ça. Puis c'est ça, il a fait de la reconstitution viking avec nous pendant à peu près 1 an, 2 ans. Puis la première année qu'on a commencé, 2014-2015, évidemment, comme tout le monde, j'étais en train aussi de m'équiper, j'étais en train d'acheter mon équipement, mon épée et tout ça. Puis je vais aller me réécouter le vidéo. C'est parce qu'il y a une preuve vidéo d'enregistrer de ça. Oh, puis un barbu l'a gardé pas loin, apparemment, ça me surprend pas. C'est vrai que c'est un beau vidéo. Le moment a été capturé précisément. Mais on en a besoin des vidéos de même. On en a besoin des vidéos de même. Puis là, c'est ça, dans le fond, je cherchais à m'équiper avec une épée. Puis je suis allé vers une épée qui était vendue par Cult of Athena, par une compagnie, là, c'est fabriqué en Chine, en série, dans des machines industrielles et tout. C'est pas très de qualité. Ça fait la job pour quand tu commences puis que tu vas avoir une épée pour commencer à te battre. Mais c'est des épées mal balancées, un peu lourdes. C'est un peu dur de vraiment bien combattre avec ça. C'est potable, mais pas plus que ça. Puis moi, ben, j'ai été malchanceux, en fait. L'épée que j'ai eue a cassé à 2 reprises. La deuxième fois, quand j'avais reçu ma nouvelle épée, premier combat, premier entraînement que j'essaye avec, je bloque un coup de Daynax avec. Puis c'est le bâton de la Daynax en plus. C'est même pas la tête de hache. La hache là. Je bloque le bâton comme ça. La hache m'arrive dessus pour me frapper à la tête. Là, je la bloque comme ça avec mon épée. Puis l'épée, paf, elle pète en 3 morceaux, littéralement. Puis elle me pète dans les mains. Puis là, bien découragé, tu me vois comme lancer ma garde à terre, m'en aller, dropper mes gants, puis sacrer mon camp. C'est comme. Genre. Fuck des shit I'm out. Vraiment. Ça me fait penser, mais c'est hors contexte, mais. T'as probablement eu la même réaction que moi la première fois que j'ai descendu une côte en faisant du snowboard, en tombant 50 fois en m'en allant dans la côte. Puis en arrivant en bas, enfin, défaisant mes affaires, le petit chat en bas de mes bras, puis en disant « Je descendrai plus jamais une côte de ski de mon asti de vie. Fini! » C'est ça. Fini! 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 Non, c'est ça. Parce que nous autres, au niveau des GN, là, tu disais tantôt, tu fais ton personnage, tu montes ton personnage, puis tout. Mais honnêtement, ça n'a jamais de fin. Ça n'a jamais de fin parce que, tu sais, comme là. Tu veux toujours avoir le plus beau kit puis avoir tu veux le plus beau kit. Tu veux la plus belle armure. C'est comme le cosplay. Le cosplay, là, t'as un personnage. Un cosplay peut valoir 2000$ si t'as une armure. Puis si t'as fait pas par toi-même, c'est encore pire. Je te dirais qu'en reconstitution viking, c'est différent un peu au sens où, moi, pour vrai, ça fait 6 ans que j'en fais. J'en ai moins fait un peu dans les dernières années. Le temps me le permettait moins, notamment Twitch puis les projets que j'ai autour de ça me prennent beaucoup plus de temps. Ben oui. Fait que là, je balance un peu plus ça. Là, je suis beaucoup moins impliqué là, dans le milieu viking dans les dernières années, notamment pour ça.
Puis pour d'autres raisons aussi, mais bref. Là où je voulais en venir avec ça, c'est que de ce que j'ai vu dans mes années de reconstitution viking, les gens, oui, ils investissent beaucoup les premières années dans leur kit, dans leur campement pour avoir leur tente, leur coin pour faire un feu, cuisiner des aliments, être autonome et tout ça. Oui, oui. Puis vraiment avoir tout le kit là, pour être bien autonome quand ils arrivent en événement et tout. Mais un coup qu'ils ont tout acheté leur kit, qu'ils ont vraiment tout ce qu'ils ont besoin, le restant, ça va être juste du petit bling un peu là, pour ajouter des parures, ajouter des trucs comme ça. C'est des dépenses un peu plus espacées puis vraiment comme plus sporadiques un peu là. C'est moins régulier pour faire comme OK, là, faut que je m'équipe. C'est comme ah, ça serait beau, tiens, m'a l'acheter. Ouais, Ça y va selon tes envies puis ton budget finalement. La première année, pour avoir de quoi de beau, de bien décorum, bien reconstitué, là, tu dépenses un bon montant les premières années, mais un coup que tu as acheté ça, c'est assez rare que tu vas vraiment tout refaire ton kit au complet. À moins que tu sois craqué et que tu veux faire un kit de notre époque, que tu vas aller dans plus qu'une troupe. En tout cas, ça dépend de ton investissement et de tes moyens financiers aussi. Moi, j'ai un de mes amis qui fait avec qui je faisais du karaté avant de déménager. Lui, premièrement, il fait du grandeur nature et il fait de la constitution aussi, mais on s'entend, il y a un kit de la Nouvelle-France, mais de prestance, là, tu sais, fait qu'avec les beaux petits souliers puis tout ce qui va avec. Après ça, il y a un kit de prêtre, mais il y a 4. Il y a celui de jour, celui de soir, celui de messe, celui de cérémonie. Puis j'ai demandé, combien tu mets? Il dit, j'ai arrêté de compter. Il dit, j'ai arrêté de compter. C'est un lit, un épée ou une paire de bas. C'est un falcata mystérique. C'est un falcata d'inspiration orientale. Ben, je pourrais pas dire que c'est oriental, plus grec, ouais. Donc c'est un falcata au fond. Parce que moi, ce que j'aime de cette arme-là, c'est qu'elle a juste la bonne grandeur pour moi. Elle serait petite pour un être humain de taille normale, là. Mais pour moi, elle a juste la bonne grandeur, puis elle a la bonne prise, puis je l'aime beaucoup parce que elle est fun. Elle est super le fun à taper ses têtes avec. C'est comme elle passe par-dessus les boucliers. À la limite, tu peux accrocher les boucliers parce que cette arme-là aussi, historiquement, elle avait elle avait deux utilités. Elle avait justement le fait de pouvoir se battre et de se défendre, mais elle servait aussi à gripper les boucliers pour que tu puisses le retirer. Puis après ça, avec ta deuxième arme, si tu en avais une deuxième, bien sûr, être capable d'aller piquer dans les côtes de ton adversaire, dans le petit flambeau, là. Petite partie intéressante. Et souvent, dans les combats de groupe, ben, c'était souvent le mouvement qui était fait, c'était le mouvement de pointer. Ouais. Beaucoup plus que le mouvement de donner un coup avec le tranchant de la lame. Ça se faisait aussi beaucoup, mais la plupart du temps, c'est que surtout quand tu avais un bouclier, le coup en pointé, c'est bien parce que tu peux juste comme te protéger avec ton bouclier, tirer ton bras puis aller piquer ton adversaire. C'était souvent ça qui était fait, là, justement, historiquement parlant. Pour répondre à ta question, Monsieur Caféine, c'est une Damoclès. Il s'appelle Josanne Degnaud, celui qui fait ça. Je sais plus si Damoclès fait encore des armes, mais à l'époque, Damoclès faisait partie avec... juste avant Calimacil, c'était un de ceux qui faisait les armes les plus balancées. Falcata, c'est aussi Certibé, Celte d'Espagne et non... Celtibert. Le nom est différent pour les Grecs. Celtibert, est-ce que Certibé... On est tard le soir, hein, les petits Par amis. rapport aux Celtes d'Espagne, ouais. Mais ça, je savais pas ça, un barbu me l'a appris. Je pensais pas qu'on la voyait chez les Celtes, notamment dans la région espagnole. Ah. Ben, moi, je connais pas tout. Je m'intéresse à l'histoire, moi non plus. mais j'ai pas un background en histoire comme El Frank. Mais fun fact, pas l'an dernier, en 2018, je me suis retrouvée guide à l'Acropole d'Athènes parce que... Ah ouais? Wow. Oui. Comment j'ai fait ça? J'ai payé un guide la veille. J'ai écouté tout ce qu'il a dit. Je l'ai enregistré. Et le lendemain, quand on est arrivé avec ma gang de karaté, je pouvais pas rentrer sur le site. Fait que je me suis fait passer pour un guide. Parce que j'avais mon billet était plus bon. Fait que, ils ont dit, ben ça va être toi notre guide. Fait que j'ai rentré. Mais c'est drôle parce que je m'en allais juste avec ma gang de karaté. Puis finalement, il y a un groupe de France qui s'est joint à nous. Puis j'ai su en sortant de l'Acropole que j'avais pas le droit de faire ça. C'est illégal. Si je m'aurais fait pogner, ça aurait pu... Non. Hey, ma chum qui est historienne, elle est au niveau de justement la Grèce antique puis tout ça, elle me dit ça, elle dit « Oh mon Dieu, elle dit, ce que t'as fait, tu savais ça que ça aurait été... » C'est ça. Elle me dit ben des affaires, puis j'ai fait « Sais-tu, je le ferai plus, mais c'était vraiment nice. » Ben, moi, pas aujourd'hui de te dire tout ce que j'ai dit cette journée-là parce que c'est plus frais dans ma mémoire, mais c'était quand même très intéressant. Oh, j'imagine que non. Je veux pas être votre traverseur, mais merci pour l'info. J'aime bien mon cimetière pour ça. Quand je change de punk, j'ai piqué. Ouais, parce qu'on a Ezekiel dans le chat qui est à Rimouski qui aimerait ça rejoindre le Crab Blague.
Mhm. Aussi, Ouais, il y oui, en a pas. Ezekiel, je le connais aussi. J'ai justement connu en GN Ezekiel, justement, parce que on parle beaucoup de reconstitution historique, mais Ezekiel va pouvoir le confirmer. J'ai d'abord commencé par les GN quand j'étais adolescent. Un peu comme toi, je pense que tu me disais l'autre jour que tu avais commencé à 16 ans. Oui, J'ai ma commencé à mère peu qui m'a près dans cet amené. âge-là aussi, là. Au fond, moi, j'ai connu l'univers de tout ce qui est GN, grandeur nature. Bon, oui, par le Seigneur des Anneaux, qui a un petit Mhm. peu. On est dans le début des années 2000. Des années 2000, moi, j'ai trippé sur le Seigneur des Anneaux à côté. Mais bon, j'aimais Zelda et toutes ces affaires-là. Puis il y avait comme un petit côté fantastique, un petit côté médiéval aussi à travers de tout ça. Puis quand ma mère, elle m'a dit Hey, j'ai une gang qui s'appelait à l'école, à l'époque, La Flamme Noire à Bicoline. Bicoline qui existe depuis 1996. Elle a dit je vais aller là-bas, puis elle y va depuis 1997. Elle a dit en 2000, je t'amène. Et j'arrive là, moi, là. Wow! Le monde fantastique et merveilleux, Le je gros. découvrais quelque Ben non, ouais, chose. c'est ça. Ah, ma vie venait de changer. Tout commencer avec Bicoline, là, ça met la barre haute, là, parce que la plupart des GN, honnêtement, Bicoline est un exemple à part, là, je dirais, au Québec et au Canada, parce que le trois quarts des GN où tu vas aller, là, ils sont vraiment pas au niveau puis à l'ampleur de Bicoline. Fait Mais que Bicoline, c'est le commencer plus par gros Bicoline, ça met GN. la barre haute quand même. Ben oui, sauf que là, on se ramène quand même dans les années 2000. Les années 2000, tu sais, moi j'ai mes souvenirs, Ah, je c'était l'ai moins vu. gros un peu, c'est vrai. J'ai vu grossir Bicoline. J'ai vu le début Mhm. où on avait des cordes, c'était juste des cordes, c'était encore des tentes igloo. Tu sais, j'ai connu cette époque-là. Puis honnêtement, cette époque-là me manque quand même un peu. En ce sens où, bon, il y avait cette proximité-là avec les gens, il y avait, tu sais, on était tous des petits clans le soir quand on se promenait dans le chemin, et partout où il y avait des feux, on était tous des amis entre nous autres. Aujourd'hui, à 4000 personnes, c'est un village médiéval, parce que les bâtiments sont quand même assez historiques, là, en général. On s'entend que la plupart des bâtiments, c'est fermé, donc tu peux plus nécessairement aller où tu veux, tu peux plus te promener sur le chemin puis arrêter dans n'importe quel spot pour te réchauffer. Il y a des choses qui ont changé par rapport à avant. Ça fait pas que c'est moins intéressant, c'est juste rendu un gros événement médiéval que moi j'aime. Il y a beaucoup de personnes qui disent que Bico c'est plus un GN à cause de ça. C'est plus rendu un c'est plus rendu un gros camping médiéval. Mais à 4000 personnes, oui, on a 4000 personnes, mais oh, c'est plus une ville qu'un village médiéval, oui, effectivement. Mais c'est ça, tu sais, puis on a la haute ville, on a la basse ville, etc. Donc c'est sûr et certain qu'on a différents aspects à travers de tout ça. Mais t'as quand même, tu peux quand même en avoir pour ton goût, là, tu sais. Comme Mhm. on faisait des blagues, je pense que c'est justement hier, quand j'étais te voir durant ton stream. D'ailleurs, je pense qu'il pop pas. J'ai un petit problème. Je suis censée avoir ton nom qui pop, mais il pop J'aime ce que pas. M. Caffeine souligne dans le chat. Il dit c'est proche d'un Renaissance Fair à l'américaine. C'est peut-être parce qu'on n'a pas d'Américains comme invité pour en parler, là, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une tendance qui existe beaucoup, là, c'est les Renaissance Fair. Ah Les oui? Renaissance Fair, c'est un peu comme un mélange de reconstitution puis de GN dans le même festival. C'est Ouais, comme une c'est espèce de ça. gros festival public où tout le monde vient costumer à peu près n'importe comment. Puis c'est comme juste une espèce de gros party festival public où là, t'as de la bouffe, t'as comme plein de spectacles, t'as comme différents trucs comme ça. Ouais, ben Des c'est gens sûr. qui en profitent pour faire des cosplays un peu style médiéval, Renaissance, en tout cas. C'est comme un croisement Moyen-Âge, Renaissance. Si on veut ça, c'est vraiment une tendance très américaine. On a C'est moins ça un sûr. peu ici. Le plus proche, c'est peut-être un peu plus bicoline, là, justement. Ouais, probablement que la description de Monsieur Caffeine, ça serait exact pour décrire Bicoline comme c'est aujourd'hui, ben depuis 2019 finalement, parce que depuis ce temps-là, on ne l'a pas vu. Mais c'est sûr que ça ressemble plus à ça, tu sais, parce qu'on parle de bâtiments, on parle de roleplay, on parle de... Il y a des gens qui sont dans la reconstitution all dress à Bicoline, là. Tu sais, genre, Ouais. je pense au Lotus Noshi, qui, Lotus Noshi, c'est vraiment des personnes qui font tout ce qui est à la japonaise, là. C'est comme, waouh! Ils ont même la cérémonie du thé, là. Puis ils t'invitent, puis Mhm. c'est traditionnel. Il y a quelqu'un qui marche dans le terrain, puis son roleplay à journée longue, c'est de marcher, là. En faisant son... Écoute, moi, il décroche pas, là. Merci pour le follow, Akven. Bienvenue dans la gang. Donc, tu sais, c'est sûr et certain que... c'est sûr que t'en as qui font ça, mais le soir, moi, je trouve que la différence avec Bicoline versus d'autres GN, c'est que GN, et là, je parle GN, je vais te donner l'exemple de Belenos, t'arrives le jour 1, tu rentres sur le terrain, t'es en roleplay all night long. Tout le Mhm. temps, tout le temps, tout le temps. Pense pas prendre une pause quand tu dors. Tu peux te faire attaquer Non, en non, non, plein c'est milieu ça. de la nuit.
tu peux te faire attaquer, là. C'est comme... Quoi que nous autres, je sais pas pourquoi, on s'est tout le temps fait attaquer, nous autres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais pas si c'est notre gang qui attire la haine, mais on s'est tout le temps fait attaquer. Alors qu'il y en a d'autres qui passent leur fin de semaine à jamais rien voir, puis ça va bien. Et t'arrives à Bico, ce que j'aime, c'est... Ici, c'est le spot, on mange, on est tranquille, on chill, on relaxe. Puis là-bas, c'est la bataille. Tu peux aller te battre, tu peux aller avec un groupe, tu peux aller faire des escarmouches, tu peux aller faire des batailles royales, parce que oui, il y a un principe de bataille royale à Bico aussi. Puis c'est vraiment cool. Après ça, tu peux aller faire la grande bataille, qui est maintenant 2 fois par semaine et non plus 1 fois par semaine. Et le soir, ben là, tu peux partouzer si ça te tente. Tu peux. Tu sais, tu peux décider de rester avec ton campement, ta gang, chanter autour d'un feu, puis tu peux décider de lire un livre si ça te tente. Mais si ça te tente, il y en a un peu partout du party, là. Tu fais ton choix. Puis il y en a pour tous les goûts. Ce qui est à Bicoline reste à Bicoline. Des croix chez les Vikings, ouais, c'est ça. Nous autres, on va cacher des croix chez les Vikings le soir, ouais, effectivement. Ma gang de petits maudits. Nous autres, on va cacher des croix chez les Vikings. C'est parce qu'un barbu, c'est ça, tu sais, il a fait beaucoup de Vikings, mais aussi c'est parce que c'est Saint-Marcelin. Il y a une partie de nos membres du Grand Blague, en fait, qui ont fondé. En fait, il y a 2, 3 de nos membres, en fait, qui ont fondé un groupe qui s'appelle les Écorcheurs. Les Écorcheurs, c'est une troupe qui reconstitue, dans le fond, les mercenaires bourguignons à l'époque de la guerre de 100 ans. Il y a un barbu fait partie de ce groupe-là à Saint-Marcelin. Et là, ben, tu sais, vu qu'on est comme un peu le même monde, et ben, pas un peu le même monde, là, mais que les membres fondateurs font aussi partie de notre groupe à nous, il y a quand même des bons liens qui se font entre nous, là, des combats, des animations, des choses comme ça. Puis le soir, ben, des fois, ils nous jouent des tours comme cacher des croix en bois dans notre tente, des croix chrétiennes. Ah oui, écoute. C'est sûr que là, si on commence à parler de toutes nos anecdotes de GN qui se racontent, je le dis bien. Ah mon Dieu, on aurait jusqu'à demain matin, je pense. Parce qu'ils se racontent pas toutes. Il y en a qui se racontent pas ici. Bon, pas à soir. Une autre fois. On se connaît pas assez, toi pis moi. Hein? On se donne un break. Mais pas toi pis moi, Frank. Je parle de toi pis moi pis de chat et nos 450 000 auditeurs. On se connaît pas encore assez. Ouais, à la semaine prochaine. Bye là. Ciao, vous reviendrez. Non, mais tu sais, des insides de GN, t'en as un puis un autre. Il y en a qui comprendraient pas. Tu sais, nous autres. Oui, ben oui. Nous autres, à Bico, oui, on a notre cabane, puis là, on rit, on a du fun, on est assis, puis là, on regarde les nouveaux qui arrivent avec leurs costumes, puis on est un petit peu bully. Notre gang est bully un peu, je me le cacherai pas. Puis, mais écoute, à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive déguisé en cosplay de Naruto. Oh, wow, OK. Comment tu veux pas le... Comme... Là, t'as ma gang, là, pis t'en as 2-3 qui sont comme, OK, retiens, non, calme, t'as pas le droit de... Laisse-toi tranquille, il est nouveau, pis lui, il est comme dans son personnage, là. Il lance une boule de feu, pis il passe ses queues à 9 renards, pis ses 9 queues de renards, pis moi, je suis comme... Là, t'as nous autres qui décrochent pas, là, tu sais, mais... Vous autres, je pense pas que vous en vivez des affaires de même dans la reconstitution du monde qui disent, hey, le cosplay, c'était médiéval, go, on rentre dedans. Non, ben, je te dirais non. Là. Dans les événements privés, on reconstitue toute la même époque. Puis, je veux dire, ce qui va changer, c'est vraiment la période et la région précisément reconstituée. Puis nous, la contrainte que ça amène à ce niveau-là, c'est que si tu veux venir costumer viking, ben, il faut pas que tu fasses ça n'importe comment. Il faut que tu aies un effort de documentation et de recherche qui a été fait. Fait que c'est sûr que nous, je te dirais, là où on voit un peu plus de trucs farfelus, c'est plus au niveau du public comme tel. T'sais, à Saint-Marcelin, on a eu quelques cas là, justement de gens qui étaient en full armure d'elfe noir, qui venaient quasiment en gros costume de GN et tout. Puis autant que nous, on les regarde puis on est comme, mais boy, ça détonne vraiment beaucoup avec nous. Autant qu'on est comme, ben, c'est demande du public puis ils payent pour être là. Fait qu'on peut comme pas leur dire, regarde, ton costume, il fait pas dans l'ambiance. On peut juste recommander faire comme à regarder ces médiévales historiques qui venaient pas en personnages fantastiques. Mais après ça, ce que le visiteur fait, un coup qu'il a payé son entrée, ben, je veux dire, tant qu'il manque pas de respect à personne, qu'il se conduit bien puis qu'il profite de l'événement, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, rendu là, tu sais? Non, c'est ça. Il est beau ton costume, mais c'est pas le temps. Ça, c'est la ça. C'est un costume qui fait plus dans les GN, justement. Ouais, il faut être bully, mais j'avoue que certains décorums ne respectent. Il faut les accompagner, il faut les aider. Ouais, nous autres, c'est ça qu'on disait. Il faut les aider. Puis, anecdote intéressante, l'année dernière, si jamais ça vous tente de regarder ça, vous avez Christian Bégin qui fait une émission, hein, Curieux Bégin, qui est venu à Bicoline, justement, en 2019, qui s'est présenté à notre campement et dans d'autres campements. Il s'est présenté au campement, puis justement, ben là, quand il est arrivé, il était un peu décorum, mais nous, on lui a présenté des chapeaux, des affaires, on te l'a déguisé parce que justement, on a fait non, tu sais, on va t'aider, là, tu sais, puis
qu'on lui a présenté des chapeaux, mais il avait mis un casque historique sur la tête, mais on avait mis la palette qui va en arrière pour protéger le cou. On y avait mis en avant, puis il avait dit à quoi ça sert ça? Puis nous autres, on dit à Christian c'est l'ancêtre des casquettes. Puis là, on parle, il dit non, c'est l'ancêtre des casquettes, on mettait ça comme ça, et là, ça cachait le soleil. Puis là, il est là avec. Ah ouais! Puis on te le mène en bateau, puis on est crampé, là, on braille, là, tu sais, mais. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Notre genre de bully, c'était ça, à Bico. Pas tout à fait. S'il veut se barbouiller et passer 3 heures à se laver le soir, well. Ouais, non, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire. Parce que. Les maquillages et tout, là. Oui, vous autres, justement, il donne un bon point à Ezekiel. En GN, on a des maquillages, des fois, qui sont assez impressionnants. Comme là, je maquille un peu, là. Mais. Ouais. Des fois, là, je l'ai la bande, puis toute l'étiquette, là, un peu comme Sonia's Adventure. Mais vous autres, est-ce que, historiquement, là, toi, c'est plus les Vikings, on voit les Vikings avec des cornes dans Astérix, on sait que c'est pas vrai. Exactement, oui. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de cornes, c'est les casques des Vikings. Non. On vous le dit tout de suite. Mais concernant le maquillage, comme on voit dans Valhalla, et dans Viking, justement, est-ce que c'était le cas ou? Oh, pas vraiment. Ben, tu sais, c'est dur en même temps. Il y a des aspects que c'est tough de documenter vraiment parce que les imageries de l'époque se font assez rares, mettons. Là. Puis les dragons remontaient le temps n'existaient pas encore. C'est ça. Non, en fait, ce qui est compliqué avec les Vikings, c'est contrairement à d'autres peuples de d'autres époques, ils ont très peu laissé, voire même pas du tout de documentation. OK. La seule documentation qu'on a écrite d'eux autres, c'est des gens autres qu'eux-mêmes qui les ont écrites. Souvent des gens qui les ont rencontrés dans des expéditions, des gens qui ont eu affaire à eux, soit de bonne ou de mauvaise façon. Puis encore là, vu que c'est d'autres peuples qui ont un regard extérieur sur eux, ben c'est dur vraiment de dire si précisément là, c'est vraiment la bonne vision. T'sais, ça reste une interprétation subjective. Fait qu'il faut en prendre puis en laisser, évidemment. Il faut lire ça avec une certaine critique, un certain recul. Puis ce qu'on a vraiment des Vikings, justement, c'est les écrits documentés des autres peuples, plus les sources archéologiques qu'on a fait vraiment chez eux directement, là, dans les lieux où ils sont passés, les campements qui ont monté, puis les endroits où ils ont vécu, là où ils se sont battus et tout ça. Fait que ce qu'on connaît vraiment des Vikings, c'est beaucoup d'interprétations, avec du croisement avec la documentation qu'on a, à laquelle on a accès de l'époque, qu'on a découvert jusqu'à présent. On est vraiment conditionné par les découvertes et la documentation qu'on a. C'est ça qui est pas évident à reconstituer. Puis au niveau des coiffures, du look, du maquillage et tout, j'ai le coup de te répondre, a priori non, parce qu'on n'a pas vraiment de preuves là-dessus, mais on peut pas dire oui non plus. Okay. Au niveau des coiffures, des barbes, de l'allure, du maquillage et tout ça, probablement qu'il y en avait là, des coiffures flyées, des barbes, puis il y a du maquillage un peu, du gros maquillage de guerre intimidant, là, comme on voit dans Vikings et dans Valhalla. Mais quel motif, à quelle proportion, de quoi ça avait l'air précisément, on le sait pas parce que c'est pas des choses qui sont vraiment documentables en archéologie. Puis dans les écrits, ben là, je les ai pas lus assez là, pour vraiment dire précisément, mais c'est ça, c'est beaucoup de la grosse interprétation. Puis nous, la règle qu'on a en reconstitution historique, c'est que tu peux te permettre d'interpréter, mais tu peux pas aller trop loin au-delà de ta documentation puis de tes preuves archéologiques. OK, fait que tu peux pas. Puis là, vois-tu, il dit, Barbu, il dit pour les maquillages et le tatouage, il y a une source arabe qui en parle, il les nomme Russ ou Ross. Comment c'est bon, merci à Barbu. Fait que peut-être ça pourrait être intéressant pour ceux et celles qui se questionnent à ce niveau-là. Donc, non, c'est ça. Puis moi, ça a toujours été quelque chose qui me fascinait justement par rapport aux Vikings. Pourquoi on n'a pas de documentation? Puis c'est la même chose au niveau des Premières Nations. Si on regarde les Premières Nations qui datent d'ici, c'est des traditions orales, justement. Il n'y a pas... si on regarde les Premières Nations, si vous avez l'occasion d'aller visiter le site Drouleur qui se trouve à être au nord, au nord, pas trop loin de Homestone et dans ce coin-là, là, si je peux me permettre, dans le coin de Valleyfield. Vous avez le site Drouleur où vous pouvez justement aller vivre une expérience immersive des Premières Nations, de la nation iroquoise plus particulièrement. Puis là, vous allez avoir l'occasion d'entendre parler de la fameuse tradition orale, de manger comme eux autres. Puis c'est là qu'on apprenait aussi que toute la petite famille dormait dans le même lit à l'année longue et que oui, les familles se reproduisaient quand même. Oui, effectivement. Fun fact qui a au niveau des Vikings, ben, ça rejoint un peu ce que tu disais, mais j'ajouterais aussi les inscriptions runiques en fait qu'on a eues là, sur des stèles, sur des pierres runiques. Des pierres runiques étaient faites surtout pour illustrer des sagas, des hauts faits d'armes, des personnages souvent mythologiques, ou pour mettre à l'honneur, mettons, des chefs, des jarls qui avaient fait des faits marquants, des choses comme ça, pour raconter des histoires, des sagas. Puis de ce qu'on sait dans la pratique viking, ben, ils avaient un rôle qu'on appelait les skalds.
Les Scalds, justement, c'était les poètes, c'était les chanteurs, c'était les gens qui faisaient de la joute verbale, parce que aussi ça, je suis content qu'ils aient représenté ça dans Valhalla. Tu peux faire des joutes verbales, puis ça augmente ton niveau de charisme. Ah. Je trouve ça cool parce que le Scald était une personne hyper importante, celle qui connaissait les mythes, les légendes, les sagas, et qui transmettait la culture aux plus jeunes, qui divertissait les gens avec des histoires, des récits épiques là, de voyages et tout ça, puis qui parlait des dieux, des déesses et tout. Puis qui vraiment, c'est ça, divertissait la population autant qu'il l'instruisait au niveau de la culture. Ça, c'était un des rôles d'importance, à côté de celui, là, justement, de la Volva, qui était un peu la divinatrice, puis celle qui connectait avec le monde divin, là, finalement, qui était comme un peu la prêtresse d'office du village. Ah, c'est tellement... Moi, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça intéressant parce que, justement, quand on parle des grandeurs nature, on n'a pas cet aspect-là. Ben, on en a des gens qui sont intenses. Mais moi, je trouve ça super intéressant de voir que le volet historique va aller chercher comme vraiment là, ton costume. C'est quelqu'un qui a vécu à cette époque-là, qui s'habillait de cette façon-là, qui mangeait de cette façon-là, puis t'arrives pas là-bas en faisant « je vais m'inventer un personnage », non, tu représentes un personnage. C'est ça, tu représentes vraiment un morceau de l'époque, là, finalement. Et tu sais, en reconstitution, c'est drôle parce que tu as vraiment des festivals puis des groupes qui sont, encore une fois, très puristes, d'autres beaucoup plus laxistes. Je te dirais la tendance, surtout dans les troupes du réseau là, de Jomsborg comme la nôtre, on est très laxiste. Tu sais, comme je te disais tantôt, l'intérieur de notre tente ne sera pas historique. On va avoir notre glacière, notre lit de camp, matelas, oreiller, sac de couchage et tout le kit là, qui ne sont pas du tout historiques. Dans une tente qui, elle, est historique. On va se servir parfois d'objets modernes un peu, là, mettons, pour découper certains légumes, aliments et autres. Puis après ça, on va comme cacher puis faire cuire après ça là, sur le feu de campement qui est décorum. Mais tu as des festivals comme l'Adoga en Russie, qui est un festival hyper puriste. Là. Pour avoir le droit d'aller à l'événement, il faut que tu remplisses en détail ton passeport de où est-ce que vraiment tu as documenté tes trucs. Tu n'amènes quasiment rien de moderne. Tout vraiment, là, c'est du décorum. Presque rien de moderne, même pour coucher. Puis il faut vraiment que même tes coutures soient faites à la main selon le point de l'époque. C'est vraiment hyper précis. Moindrement, t'es pas dans le standard, ils t'acceptent même pas l'événement. Ouais. Excuse-moi, j'ai un petit problème. Ah oui, je suis caché par une page web. Oui, j'ai un léger problème. Je vais juste aller corriger ça à l'instant. Parce que j'ai comme... Ce sont des choses... Pendant que tu fais ça, je vais juste aller faire une petite pause toilette et aller remplir ma bouteille d'eau. Je reviens, ça sera pas long. Ben vas-y. Pendant ce temps-là, je vais jaser un peu avec le chat. Ça sera pas long, les amis. Je vais essayer quelque chose parce que je me rends compte depuis tantôt que notre petit Nightbot ne pop pas du tout la bonne affaire. Le tannant. Parce que notre invité aujourd'hui, ce n'est pas... notre invité aujourd'hui, ce n'est pas Eric Ménard, c'est bien Elle Frank. Non, je te parle tous les jours à toi, je te veux pas. Va-t'en, je veux pas te voir. Alors, c'est ça. Mais à date, comment vous trouvez ça? Comment vous trouvez ça? Avez-vous des anecdotes, vous autres, de GN à raconter dans le chat? Parce qu'on aime ça, les entendre. En tout cas, Julia, elle aimerait ça entendre vos anecdotes de GN. Si vous en avez, n'hésitez pas à les popper à l'intérieur du chat. Je serais très intéressée de les entendre. Hein? Toujours intéressant. Mais c'est sûr que si on parle d'anecdotes, on peut en parler très longtemps. Tellement longtemps, mon ami, que tu ne seras pas couché demain matin, ni hier, ni avant-soir, ni demain, ni dans 3/4 de jour. Bref, tu vas avoir mal à tes oreilles aussi après. Ça se peut que tu me détestes beaucoup. J'en ai tellement. Je pense pas souvent, mais quand je passe un bon moment. Alors, je vais essayer. C'est ça, j'avais un petit problème avec une de mes commandes pendant que Elfrank fait ça. J'avais un petit problème avec mes commandes. Je vais de ce pas... Je sais pas pourquoi. Et je vais juste aller faire une petite copie parce que je trouve ça dommage. J'avais préparé... Ça, c'est la magie du direct, les amis. Je m'avais préparé une commande qui permettait de présenter Elfrank régulièrement. Et malheureusement, ben c'est ça. Ça l'a pas voulu le faire. Alors, si jamais ça ne pop pas la bonne chose, je vais aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai ça. It's enable. Tout est enable. Pendant ce temps-là, je vais faire ça. Bon! Il était temps qu'il pop! C'est ça que quand tu donnes une job au robot, il faut jamais donner la job à des robots. Je vous l'ai dit, c'est sataniste, les robots, c'est les démons. On n'aime pas les démons, nous.
Je suis un historien qui fouille pour amener des précisions sur ce que L. Frank et où cherche pour répondre aux questions dont Frank n'a pas en direct. Je peux me permettre d'une petite fouille sur Internet rapide quand il parle. Mais c'était super apprécié, un barbu. Merci beaucoup parce que justement, on s'est pas préparé, nous, ce soir. On s'est dit, ah, moi, je me prépare depuis quand même longtemps. J'étais assez stressée. Puis en plus, il fallait que je fasse mon setup. Mais j'avais plein de questions. Puis je savais pas où on s'en irait avec ça. Parce que quand tu as un invité, tu sais pas comment ça va aller, tu connais pas nécessairement la chimie, puis après ça, ben, tu le laisses parler parce que tu lui laisses de la place. J'ai joué un draw dans une compétition pour gagner une place prestigieuse dans une grosse organisation. Il fallait gagner des épreuves. J'ai gagné par défaut. Tous mes compétiteurs ne se sont jamais présentés au défi. Oh. Le coco en Et de retour. Al Frank est de retour. Bon, c'est ça, on a réglé notre problème de box qui popait comme mon ancien invité. J'ai été. Ben oui, tu t'appelais Eric aujourd'hui. Ah, je m'appelle Eric. Ok, Ben oui, elle Eric. je disais aux gens, allez voir Eric, allez voir Eric. Non, c'est pas Eric, c'est L. Frank. Fait que là, j'ai dit, là, c'est pas Eric, regardez, c'est L. Frank. Point de c'était ça. Eric le Rouge, ouais, Eric le Rouge. Eric le Rouge, oui, c'est ça pour fitter avec la thématique. Hey, ça, c'était synchro, avez-vous vu ça? On a pris notre eau en même temps, on l'a déposé wow. en même oui, temps. Je viens de voir ça dans le stream. Ça! C'était pas pire, c'était pas pire. Ben oui. Oui, c'était super synchro. Oui, on mes... a vraiment fait en même temps, c'était drôle. Un de mes frères avait été capturé par des esclavagistes des terres sauvages et on entend parler quelques heures plus tard d'un combat d'esclaves avec l'un des combattants aux longs cheveux bouclés. Le dit frère quoi? Tous les hommes d'armes du clan étaient paumés, sans savoir quoi faire. C'est moi, la petite bonne femme empoisonneuse cuisinière du clan, avec mon rouleau à pâtissière et mon hachoir, qui me suis pointée dans l'arène au milieu des gros bras. Toute qu'une aventure épique! Quand même. Ça, c'était où? C'était dans un GN, ça? Oui, c'est probablement dans un GN, parce que Yui fait du... Ok, ouais. Également du grandeur nature. Okay, je les ai menacés en utilisant les hommes d'armes tous perdus qui ne comprenaient rien. Les esclavagistes menés en bateau par la cuisinière, c'est resté 3 ans minimum. Avez-vous déjà empoisonné quelqu'un dans les reconstructions? Ok, c'est bon, on n'ira pas là-dedans. non, ça jamais. À moins que la bouffe était avariée ou qu'il arrive de quoi dans le genre, là, non, ça c'est jamais arrivé. Oui, trop souvent. En GN, on empoisonne beaucoup. Par contre, on a peut-être bouché un peu trop nos artères parce que nous, on a comme une espèce de tradition là, qui est née de je sais pas trop comment. C'est les parties de bacon. Tout le monde amène chacun un paquet de bacon. Puis, dépendamment du nombre de personnes qu'on est, c'est pas rare que tous les paquets de bacon passent parce qu'on les fait toutes cuire sur la plaque. On a comme une grosse plaque en fonte suspendue avec un crochet, puis avec un feu en dessous. On fait cuire, on dépose des tranches de bacon dessus. Après ça, on les récupère toutes à la broche, puis voilà, on mange tout tour à tour, une tranche chacun. Puis... C'est ce qu'on appelle à Valleyfield, on appelle ça les grillades. Oui, mais c'est différent un peu parce que les grillades, c'est comme un autre type de viande, un peu de ce que j'ai pu voir là, des fois que j'étais allé à Valleyfield. Puis c'est comme vraiment un mélange d'épices particuliers. Puis c'est vraiment pas la même game que le bacon. C'est tellement bon les grillades. Là. Les sandwichs que j'ai mangés là, j'étais comme waouh. Si vous connaissez pas les grillades, si vous voulez connaître quelque chose de spécial, ok. Moi, j'en mange pas, je trippe pas là-dessus, mais c'est un trip. Quand je suis déménagée à Valleyfield... Dans votre région, c'est vrai. C'est ça. Quand je suis déménagée à Valleyfield, le repas de Valleyfield, apparemment, que tu dois manger, ce sont les grillades, qui consistent à manger cette espèce de bout de viande qui est assaisonné là, qui ressemble à du bacon. Mais au fond, ils font une sandwich avec qui est pain blanc, très important, pain blanc, oignon cru, tomates rouges, avec de la moutarde jaune et des grillades, avec les fameuses épices à grillades de Valleyfield. Mettre l'autre tranche par-dessus, tu manges ça de même, ils vendent ça 4,50 $. Là, je sais plus si ça a monté avec la COVID, mais c'est ce que ça valait. Puis c'est vendu dans tous les événements, que ce soit les régates de Valleyfield, que ce soit les festes médiévales, que c'est l'affaire à manger apparemment à Valleyfield. Ouais, ben en tout cas, ceux-là qui vendaient au festival de Valleyfield, c'était à peu près ça, je pense, environ 4,50 $ le sandwich. Mon grand frère qui m'accompagnait souvent justement au festival de Valleyfield, lui, il capotait sur les grillades. Ah oui, le monde capote. Je pense que pour vrai, Valleyfield, c'est loin de chez nous, c'est à peu près 7 heures de route en auto. Il faisait littéralement 7 heures de route, entre autres pour les sandwichs de grillade, là, justement. Ça vous donne une idée comment il aimait ça, ami. Pour du bacon, tu vas à Rimouski, et pour les grillades, tu descends dans le sud du pays, hein. Voilà. Ah non, on les avait mangés juste comme ça, pas en sandwich. Oui, ça se fait aussi, ça coûte moins cher.
Moi, j'adorais le Frank et les Echo Geeks. T'as Mystérix qui est comme... Non, c'est ça. Puis au niveau de la nourriture, justement, qu'est-ce que vous bouffez? Tu sais, tu parlais tantôt là, que... parce que nous autres, en GN, là, chef Boyardi, on est heureux, on s'entend. On se casse pas la tête pantoute, mais Oh, ouais. vous autres, parce que justement, quand il est venu, Curieux Bégin, il est venu à Bicoline pour manger un repas traditionnel médiéval où là, il utilisait une espèce d'alcool à base de pommes, si je me souviens bien, qui est du verre. Ah merde, j'ai plus le nom malheureusement, mais c'était un assaisonnement. Au fond, c'était le condiment qu'il mettait dans lequel faisait cuire la nourriture. J'ai un blanc, malheureusement, ça m'arrive. Mais voilà, c'était vert, le condiment, un vert. Peut-être qu'un barbu dans le chat pourrait nous le dire. Ça me dit rien. Donc, si ça ne dit rien, ça ne devait pas être une tradition qui était viking. Comment vous cuisinez pour le fun? Ben, on cuisine avec les instruments d'époque, c'est-à-dire tout ce qui est poêle en fonte, plaque de fonte, instruments en métal, instruments en bois, ustensiles, bols, assiettes en bois. Mais je te dirais, il n'y a rien de vraiment purement reconstitué, à part si tu t'en vas vraiment quelque part de puriste comme à la Doga, comme je disais. Là. Okay. Là, vraiment, il faut que ce soit le plus possible basé sur des trouvailles archéologiques. Du verjus! Mais nous, tu sais, honnêtement, un bol à salade en bois qui a de la moindrement historique, décorum. Là, je te dirais, au niveau de la bouffe et des ustensiles, on est plus proche des GN à ce niveau-là. On est vraiment plus comme du moment que ça fait médiéval, ça va être correct. Parce que c'est ça, c'est un aspect qui est peut-être moins documenté un peu dans les troubles, je sais pas trop, là, au Québec. Puis au niveau de la bouffe, ben écoute, c'est assez proche de ce qu'on mange aujourd'hui. Je te dirais, au niveau de la bouffe, on ne constitue pas vraiment pile poil ce que les Vikings mangeaient. Le plus proche, je te dirais que c'est pas mal le gravlax, à la limite. Oui, c'est vrai, quand même, le gravlax, qu'on mange. On y pense pas, mais c'est vrai que le gravlax, c'était une tradition qui était plus viking. Mais aujourd'hui, c'était un mets raffiné, mais on sentait que c'était quelque chose qui servait à la conservation des aliments plus longtemps à l'époque. Oui, ben c'est pour ça, en fait, que le saumon était préparé comme ça. C'est parce que c'était du poisson cru qu'on saumurait, puis avec une préparation de sel, puis d'autres épices comme ça, dans le but, justement, de le conserver. Puis en même temps, c'était des collations qui pouvaient s'amener en snack, justement, en voyage. Fait que tu pouvais conserver ça dans des sacs et tout ça, là, puis c'est ça, là, tu fais comme manger ça, là, puis ça se conservait plus longtemps comme ça. OK. Et en barbu, il dit c'est le verjus. Le verjus, c'est plus français et médiéval. Donc le verjus, ouais, j'ai entendu parler de ça. Ouais, parce que c'est comme ça que... C'est ça, à Bicoline, quand il était venu, Curieux Bégin, il cuisinait là, avec le verjus. Puis là, il expliquait qu'est-ce qu'il faisait. Puis à partir de certains... des écrevisses, entre autres, parce que justement, il parlait que par rapport au local où ils étaient, il n'y avait pas des crevettes, c'était des écrevisses. Donc là, il faisait des crevisses à l'étouffer avec le verjus. Donc ça, c'était une chose. J'ai entendu brièvement le terme, mais c'est pas quelque chose. Honnêtement, l'aspect culinaire au niveau des Vikings, hormis le fait qu'ils se nourrissaient beaucoup de fruits de mer et de poissons, vu que justement c'était un peuple très marin qui était très proche de l'océan et tout, honnêtement, je la connais pas plus que ça, pour être honnête. Je connais un peu certaines recettes de pain, notamment des petits pains plats là, qu'ils faisaient, mais autrement, j'ai pas. C'est un aspect que j'ai pas beaucoup documenté là, de mon côté. Mais t'es pas tout seul. Au niveau de tu sais, tu dis de ton côté, mais c'est un peu ça qu'il expliquait aussi, là. C'est ça qu'on avait compris, même dans l'aspect médiéval en général, tout ce qui était alimentation, il manque de ressources de certaines époques. Tu sais, c'est comme pas documenté. Fait que, ça dépend surtout la première moitié du Moyen-Âge. Le bas Moyen-Âge, oui, est documenté d'une certaine manière, mais moins que le haut Moyen-Âge. À l'époque féodale puis vers la Renaissance, là, on a comme beaucoup plus de documentation, de sources écrites, des traités qui parlent de comment bien s'alimenter, des choses comme ça, effectivement. des politesses à table puis des choses comme ça. Là. Ça, c'est plus documenté. Mais le bas Moyen-Âge, la première partie, là, ça l'est moins un peu. Puis même au niveau de l'Antiquité, c'est tout récemment qu'à Pompéi, lorsqu'ils ont découvert un fameux fast-food de rue, qu'ils ont découvert, quand ils ont fait des analyses au niveau des pots, de qu'est-ce qu'ils contenaient, qu'ils se sont rendus compte de qu'est-ce qu'ils mangeaient à cette époque-là. Fait que, tu sais, on n'a quand même pas... oui, on va savoir en général qu'est-ce que la haute gastronomie, ben pas la haute gastronomie, mais la haute classe consommait, mais tout ce qui est des paysans, on a tendance à dire, il y avait rien que de la viande à l'époque médiévale. Fun fact, non. Si tu avais de la viande, c'est parce que tu étais capable de t'en payer, parce que la plupart des gens consommaient vraiment très peu ce genre d'aliments-là qui était réservé à la haute bourgeoisie. Oui, définitivement. Définitivement, c'est ça, l'alimentation entre les différentes classes de la société était vraiment différente l'une de l'autre. Puis il y avait vraiment des traditions, des coutumes culinaires là, qui, sans les dire dans le détail, parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup documenté là, dans mon parcours d'historien et de reconstituteur. Mais c'est quand même assez intéressant. Là. Il y a pas mal de beau stock là-dessus. Ben oui, parce que les historiens, on vous le rappelle,
C'est comme en On n'est pas des environnement, bibles. il y a plein de branches. Choisis Oh, ta ouais, branche. Puis l'alimentation, il y a une branche historique liée à tout ça qui mériterait, je exactement. pense, d'être davantage recherchée. Mhm. Hey, Frank, ça Un fait... historien peut se spécialiser dans plus d'un champ de Oui. recherche, là, mais la plupart du temps, on se concentre vraiment sur un domaine, la plupart du temps. Mais justement, je suis curieuse par rapport à ça. Toi, tu es historien, mais est-ce ta Ouais, branche, est-ce qu'elle est au niveau précisément de l'époque viking ou est-ce que non. Non? Non, moi, dans le fond, je suis plus un historien qui s'intéresse plus au Québec. Je OK. suis vraiment plus un mordu d'histoire du Québec. Entre autres, c'est pour ça là, que je suis content de porter mon habit de la Nouvelle-France parce que j'aime vraiment beaucoup l'histoire, là, justement, de notre chez nous, comme on dit. Puis plus précisément, c'est moi ce qui m'intéresse. Comme là, présentement, je suis en train de finir un mémoire de maîtrise là, sur les rébellions des Patriotes, 1837-38. Je suis un mordu d'histoire politique, d'histoire sociale, un peu histoire économique, là, mais surtout OK. sociale politique. Puis le 19e siècle m'intéresse vraiment beaucoup parce que c'est là que se forme notre État actuel. Tu sais, Oui. c'est au 19e siècle qu'on a les rébellions des Patriotes, qu'on a l'acte d'union, après ça la Confédération, dans laquelle on est encore, celle de Oui. 1867. C'est à cette époque-là qu'on abolit le régime seigneurial, qu'on crée les municipalités. Les premières commissions scolaires sont créées. Fait que c'est toute notre administration actuelle, à part vraiment du 19e siècle. Fait que pour comprendre vraiment notre société actuelle, le plus récemment qu'on peut remonter dans sa fondation, c'est vraiment le 19e siècle, surtout la deuxième moitié. Fait que moi, c'est vraiment ce qui m'allume beaucoup. Puis ben là, c'est ça, ça fait trop longtemps que je traîne mon mémoire de maîtrise sur les Patriotes, puis je m'intéresse aux témoins des procès en cour martiale qui ont témoigné pour et contre les Patriotes. OK. Fait que là, c'est ça, dans le fond, je suis un mordu d'histoire du Québec, puis le Viking, c'est venu vraiment par la branche de la reconstitution historique. Parce qu'avant ça, je connaissais un peu de choses sur les Vikings, mais pas plus que ça. Tu sais, c'était vraiment très, très, très basic. Puis là où j'ai vraiment plus développé mes connaissances, ben, c'est quand j'ai fait de l'histoire vivante, là, de la reconstitution historique, et j'ai vu ça en événement, puis que je me suis plus documenté pour comme recréer ça avec ma troupe et tout. Là. Mais ouais, c'est ça. Fait que je suis plus comme un historien québécois, OK. là, finalement, du Québec. Fait qu'au fond, si jamais je veux avoir des informations concernant l'évolution de la société puis l'évolution économique, parce que je sais pas si tu me vois venir, quand je parle d'environnement puis quand je parle de cause sociale, ça vient me chercher un peu Ouais. plus parce que c'est notre époque actuelle, mais je vais te cogner à ta porte puis je vais te dire « Hey! C'est vrai que c'était pas de même avant, puis toi tu vas me dire oui, voici telle place où ce que tu peux aller chercher. Comme d'ailleurs, à m'amener, et là on s'écarte un peu du sujet, quand je parlais justement du régime Trudeau en 1976 qui avait créé le premier mouvement zéro déchet au Québec, au Canada précisément, Mhm. puis qui avait invité tous les ménages à cause d'une crise des ordures. Il avait créé un guide pour inciter les ménages à réduire leurs déchets parce qu'il y avait un problème à ce niveau-là avec l'administration. Même genre de problème qu'on vit actuellement d'ailleurs. On parle de 1976. J'ai trouvé un archive papier quand j'étais dans une friperie. J'ai fait Oink! Je suis partie avec, puis quand j'ai sorti ça un moment donné, j'ai dit Hey, Bella Johnson, elle n'a rien inventé! J'étais comme hyper contente de trouver un guide historique à ce niveau-là. Mais Ouais, ben oui. je trouve ça super intéressant. Est-ce qu'elle me dit de quoi? Mais attends un peu. Hop, il y a moins de débouchés au Québec quand tu étudies en histoire médiévale que si tu Oui, étudies c'est l'histoire. vrai. Ben oui, non, c'est sûr et certain que rendu ici, d'aller faire des Mhm. couilles. Des couilles. On s'excuse, celle-là! D'aller faire des recherches archéologiques médiévales au Québec. Mais peut-être que si tu vas à Terre-Neuve, tu vas trouver des recherches sur les Vikings, mais Par rapport aux encore Vikings, là. ouais, c'est ça. Mm. Peut-être, puis même encore, peut-être que tu vas trouver aussi, c'est plus au niveau de l'océan, même que je pense que les recherches archéologiques au niveau des Vikings se font, plus que sur la Terre elle-même. Pas forcément, non, parce que je te dirais, il y a un établissement connu qui est Lançon Médo, là, dont tu as parlé Oui, là, oui, par oui. rapport à Terre-Neuve, que Parc Canada gère puis met en valeur. Là, puis c'est un site, c'est un lieu historique national fédéral. Mais je te dirais de plus en plus dans les dernières années, là, je ne sais pas où en est l'état de la recherche à ce sujet-là, mais je me souviens qu'il y a quelques années, quand j'avais commencé la reconstitution viking, il parlait qu'il documentait de plus en plus d'autres établissements vikings. Comme quoi, là, justement, il y aurait l'hypothèse que les Vikings ne seraient pas juste arrêtés à Terre-Neuve, qu'ils auraient vraiment remonté le fleuve Saint-Laurent, qui se serait rendu jusqu'à Bécomo. Présentement, Bécomo, présentement, je ne sais pas si c'est encore beaucoup recherché, mais il avait fait des recherches à Bécomo pour documenter peut-être un potentiel site d'occupation viking. Et il pense qu'il aurait peut-être même remonté jusqu'à la ville de Québec actuelle. Quand Fait que, même, hein? ils sont pas sûrs là, de où est-ce que juste qu'ils sont remontés. Là. Ils sont en train de faire un peu là, de la prospection, des recherches. Mais il y a une hypothèse comme quoi ça serait possible qu'il aille remonter le fleuve Saint-Laurent puis comme qu'il aille remonter plus loin dans la côte, là, finalement. Ok. Moi, ça me passionne. J'ai parlé de ces histoires-là, on pourra en parler pendant des heures. Mais j'aimerais ça, en terminant, parce que ça va quand même faire bientôt 2 heures, et Mhm. oui,
Un podcast, malheureusement, je peux juste enregistrer les 2 premières heures. Après ça, Twitch va dire je te télécharge pas plus que ça. Ah oui, Mais, ok. il y a des limites, mais c'est pas tellement grave, là. Mhm. Mais justement, en terminant, Frank, je voulais savoir, aurais-tu des recommandations pour des gens, tantôt tu as parlé des fêtes de Saint-Marcelin, mais quelqu'un qui veut découvrir ces endroits-là, mis à part, bon, moi j'ai parlé pour les GN, ceux qui veulent découvrir les GN, vous avez Bicoline, mais ceux qui veulent découvrir vraiment les reconstitutions historiques un peu partout au Québec, est-ce que tu peux nous name dropper, là? Shoot-nous ça. Rapidement, les événements, mais que ça recommence, là, mais qu'on ait une vie à peu près normale, là, un coup que tout le monde va avoir reçu sa vaccination. Quand les événements vont commencer à reprendre un peu plus normalement. Ben, il y a Saint-Marcelin qui est vraiment une bonne place, honnêtement. C'est sûr que si vous êtes un peu plus, mettons, au centre, sud et à l'ouest du Québec, là, c'est plusieurs heures de route là, pour vous pour venir jusqu'à dans la région de Rimouski, là, venir à cet événement-là. Mais Saint-Marcelin, c'est une bonne place parce que là, il y a plusieurs groupes. Il y a 3 troupes vikings, il y a un groupe de mercenaires 15e siècle, il y a 2 groupes, en fait, de mercenaires 15e siècle. Un groupe de Bretons puis un groupe de Bourguignons. Ils sont pas réellement Bretons et Bourguignons, là, mais c'est la région géographique qu'ils vont OK. reconstituer. T'as vraiment des gens là, qui reconstituent différentes périodes historiques. Fait que là, tu peux voir vraiment tous les groupes. T'as un groupe d'Écossais, en tout cas. Fait que là, tu peux vraiment voir, leur parler, puis après ça, jaser avec eux là, de où est-ce qu'ils pourraient faire ça selon où est-ce que tu habites. OK. Sinon, à part Saint-Marcelin et les autres événements, je sais pas si c'est encore lieu, mais il y a les médiévales de la Nodière à l'Assomption. Il y a les médiévales Estrie aussi dans le coin de Sherbrooke, si je me trompe pas. Puis, il y a le Salon de la Passion médiévale à Montréal Oui, c'est aussi. vrai, le Ça, le Salon de Salon la de la Passion. Passion, que tu connais, ça, c'est sûr et Oui, certain. oui, j'ai Euh, été souvent. ouais, je m'en doute. Parce que là, autant que tu as les GN, autant que tu as la reconstitution qui est là, vraiment tout le monde médiéval, entre guillemets, au Québec se réunit là. C'est un gros, gros happening, une grosse convention. Tu as plein de kiosques, tu as plein de gens où tu peux te renseigner selon ce qui t'intéresse. À savoir là, comment on peut embarquer, comment on peut se renseigner, tout ça. Ouais, puis Puis, il y a des GN, il y a des jeux de table à ce niveau-là pour le Salon de la Passion médiévale. Vous c'est ça, avez des plein de événements. stock. C'est comme un gros Montreal Comic Con, mais version C'est médiévale. ça. Fait que vous allez avoir des kiosques. Vous pouvez acheter du stock. Puis même, ceux qui veulent liquider leurs vieux costumes parce qu'ils savent plus Mhm. les liquider, vous pouvez facilement vous habiller dans ces endroits-là pour très, 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 très peu cher, très honnêtement. Oui, effectivement, bon point avec le Salon de la Passion médiévale. Et oui, on avait regardé. Exact. Oui, Puis ben, il y a lui de Québec. Lui de Québec, je pense que là, il est un peu tombé à l'eau dans l'organisation. Là, je pense qu'il n'y a plus vraiment lieu. ok. Mais il y avait celui de Québec, s'il existe toujours, écoutez, à ce moment-là, c'est une bonne place. Parfois, les Comic-Con vont avoir des groupes de reconstitution historique ou de GN. Comme j'ai Fait vu en qu'ils vont graviter 2019. autour de ça. Ouais, comme tu as déjà vu. Fait que c'est ça. Là. En résumé, moi, je vous dirais les Comic-Con Québec-Montréal, le Salon de la Passion médiévale de Montréal, celui de Québec s'il existe toujours, Médiéval Estrie si vous êtes en Estrie, Médiéval de la Nodière si vous êtes à l'Assomption, Rive-Nord de Montréal. Sinon, Saint-Marcelin à Rimouski, toujours une bonne place aussi, bien sûr. Aussi, si vous êtes dans la région du Saguenay, notamment dans le coin de Sainte-Rose-du-Nord, je sais pas si vous connaissez les Bâtards du Nord, Oui, le groupe les de musique. bâtards du Nord, là. Belle musique. Le fondateur, le chanteur, fondateur, musicien du groupe, là, finalement, c'est un gars qui a tellement une polyvalence assez folle. Olivier Hudon, celui que vous entendez là, chanter dans la plupart des chansons. Je les joue souvent d'ailleurs là, sur mes streams quand je fais du Valhalla, du Valheim, des choses comme ça. Vous Des allez jeux à sur thématique viking. A sa propre troupe de reconstitution viking qui fait un peu la même chose que la nôtre, qui est la troupe d'Aegir. La troupe d'Aegir qui est basée à Sainte-Rose-du-Nord, c'est de nos amis et alliés là, depuis de nombreuses années. Ils sont dans le coin du Saguenay, ils font assez fréquemment quand il n'y a pas de pandémie. Ils font des événements assez réguliers où ils invitent le public à les voir et tout. Fait que ça aussi, ça peut être une bonne place si vous êtes comme plus dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que vraiment, un peu partout dans n'importe quelle région. Il y a une troupe viking aussi qui s'appelle Vatnaskill en Abitibi. Si vous êtes un peu plus loin, là, en périphérie, que vous êtes dans le coin de Rouen, je pense que les autres sont plus à Rouen-Noranda. Ou Val d'Or, je me rappelle plus laquelle des deux villes, mais Il me bref. semble que c'est Partout au Rouen-Noranda. Québec, il y a des groupes, des événements, des festivals, des happenings. Il suffit de se renseigner un peu, de se documenter, puis d'aller voir les gens. Ça, en terminant, c'est le dernier conseil que je peux donner. Gênez-vous pas. Gênez-vous pas quand vous allez en événement, quand vous allez dans les événements pour aller jaser aux gens qui font de la reconstitution ou des GN. La plupart du temps, c'est sûr que bon, on rencontre toutes sortes de gens, mais la plupart du temps, ces gens-là, c'est des passionnés. Ils vont être contents de partager leur passion puis de voir que des gens s'intéressent à ça. Ils vont prendre le temps de vous jaser puis de répondre à vos questions la plupart du temps. Fait que vraiment là, gênez-vous pas, allez les voir si vous êtes curieux, si vous voulez commencer vous-même à avoir des renseignements. Allez les voir, allez jaser avec ces gens-là, qui vraiment vous allez bien accueillir. Là. Vous allez vous apercevoir quand vous parlez avec des gens qui sont passionnés de GN ou de reconstitution historique médiévale que la discussion, ça se peut qu'elle n'ait pas de fin.
Je vous le dis tout de suite. Ah oui, aussi. Parce que, justement, si vous dites on est intéressé, eux sont intéressés à vous avoir aussi parce que c'est vraiment des groupes, on est des petits groupes quand même, tu sais. Oui, Bicolin, c'est un gros happening. Oui, Bicolin, il y a beaucoup de personnes. Lui, tantôt, il disait on est des centaines. On n'est pas des millions. Ce qui fait qu'on est un regroupement qui est assez petit. Et ce regroupement assez petit-là, ben, on aime ça avoir des amis, on aime ça avoir des gens qui partagent la même passion que nous, puis dans lesquels on va pouvoir comme s'échanger des trucs, s'échanger des idées, partager notre passion. Un peu comme la communauté de Twitch Québec. On n'est pas des milliers, là. On en est conscient, là. Mais, justement, on échange entre nous parce que on est plus forts ensemble, les gens. Hein? On est beaux ensemble. Encourageons-nous. Serrons-nous les mains. Solidarité. Solidarité. Sur ça, Frank, hey, écoute, si vous ne connaissez pas la chaîne de L. Frank, je vais vous mettre un petit point d'exclamation dans le chat. L. Frank qui joue à Valhalla, historien, il fait toutes sortes de belles choses sur sa chaîne et c'est une chaîne qui est à la fois éducative et inspirante. Donc, si vous ne connaissez pas L. Frank, je vous invite fortement à aller le suivre, lui donner un petit follow, lui donner beaucoup d'amour et aller le voir. Parce que, encore une fois, c'est mon invité du jour et je le remercie énormément d'avoir participé à ce délire-là, qui, je vous le rappelle, est un challenge. Donc, on a atteint 50 abonnés pour vous remercier. On a décidé de faire un spécial costumé et L. Frank a embarqué à 100%. Fait que je le remercie beaucoup de sa générosité. Ça me fait plaisir. Écoute, merci de l'invitation. C'était vraiment le fun. Ça fait toujours plaisir de parler de ça, là, justement, qui est une passion. Tu sais, ça devient de plus en plus connu au Québec, mais malgré tout, on est un peu en retard de l'Europe par rapport à ça, toujours un peu. C'est une passion qui reste assez méconnue de beaucoup de personnes, puis notamment la communauté sur Twitch, je pense que c'est un milieu vraiment quand même assez méconnu pour eux, là, le milieu des gamers et tout. Fait que ça me fait plaisir justement de contribuer à ça, puis tu sais, tu m'as invité à un podcast où le sujet me rejoignait à 200%, fait que c'est sûr que je pouvais pas dire non. Hey, écoute, moi, ça m'a fait un immense plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait un immense plaisir. C'est sûr que le soir, j'ai un écureuil, puis les gens le savent dans le chat, vous savez, moi, je suis un écureuil, des fois, ça part d'un bord puis de l'autre. Mais je pense qu'à soir, j'ai été pas pire. J'ai essayé de tenir ça, parce que justement, mon invité, il y a de la parole, il est capable de jaser. Il y a des choses à dire. Je trouvais ça intéressant de le laisser prendre cette place-là aujourd'hui. Ben, merci encore une fois, ça fait plaisir. Ben, je te remercie, puis je vais te laisser aller sur ça. Puis au plaisir, L. Frank. Yes, à la prochaine. Bye tout le monde. Salut.